Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt au stand de la course. Vous le savez, maintenant, tous les dimanches après-midi, nous vous faisons vivre les courses automobiles. Et cette fois-ci, ce dimanche après-midi, on vous emmène sur les bords d'un terrain mythique qui est le Castellet. Le fameux circuit Paul Ricard, là où a eu lieu les grands moments de la Formule 1 depuis 40 ans et où se déroule aussi le championnat de France de GT4, où on va y découvrir ces magnifiques courses dans le sud de la France, normalement au pays du soleil. C'est quoi les particularités techniques un petit peu de ce circuit ? Alors un peu plus de 5 km sur cette piste qui est assez large et spacieuse. La spécificité, c'est qu'il n'y a pas de rails de sécurité très proches, il y a des grands dégagements qui sont parfois controversés et parfois appréciés pour la sécurité des pilotes. Eh bien c'est parti, on vous emmène tout de suite découvrir la course. Votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels. Bonjour à toutes et tous, ou plutôt bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce circuit Paul Ricard à l'occasion du 50e anniversaire de ce circuit varois sur lequel, on doit bien le dire, on n'avait pas prévu de revenir avec le championnat de France FFSA GT dans un premier temps, mais la situation actuelle étant ce qu'elle est, l'épreuve de l'Édenon qui aurait dû avoir lieu il y a 2 semaines a donc été annulée et revoici le circuit Paul Ricard avec bien sûr Laurent Mercier pour nous accompagner. Bonsoir Laurent. Ouais, bonsoir Thomas. Ravi de se retrouver, petite variante pour le circuit Paul Ricard utilisé aujourd'hui. Laurent, on n'utilisera pas la version 5 km 800 que l'on connaît habituellement. Non, exactement, on va perdre 2 km comme on le voit à l'image. On va avoir un circuit un petit peu plus raccourci par rapport à la dernière fois où on est venu ici. C'est aussi un souhait aussi, de changer un petit peu de format. On sait que le circuit Paul Ricard permet justement d'avoir différentes spécificités. Alors je pense que si on tire jusqu'au bout, il y a plus de 20 spécificités de configuration, ça, même un peu plus ouais, selon plus. la manière dont vous prenez les différentes chicanes, etc. Bon, il y a 2 grandes versions, une version 5 km 800 bien sûr, et une version 3 km 800 donc, qui est cette version courte avec un rythme un peu différent. Et nous allons d'emblée retrouver sur la grille de départ, parce que nous sommes évidemment avec Laurent Mercier, mais que serions-nous sans elle? Guénel Longy est également avec nous ce soir. Bonsoir Guénel. Bonsoir messieurs, on est emmitouflés mais on est chaud comme Aurélien Panis qui va s'élancer dans quelques instants depuis la pole position sur cette grille de départ avec la Toyota Supra et avec papa comme coéquipier ce week-end. Aurélien. Ouais, écoute, super content d'avoir pu faire la pole avec la Toyota. C'est une première pour nous cette année, donc super heureux. Et ouais, comme tu l'as dit, j'ai un nouveau équipier pour cette course. Il sera sympa de partager ça avec mon père. Donc écoute, j'espère qu'on va prendre du plaisir et faire un bon résultat. En général, quand vous partagez une voiture, ça se finit plutôt pas trop mal. On se souvient d'une course au Stade de France il n'y a pas si longtemps. Ouais, exact. Si on peut faire la même, ça serait pas mal. Ouais. Donc on va essayer en tout cas de prendre un bon départ, faire un bon changement de pilote, puis prendre énormément de plaisir à son retour à la compétition après 5 ans sur circuit. Donc voilà, c'est super. Eh ben c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas Aurélien, et on va profiter d'être devant cette voiture pour demander à Christophe de filmer ce petit sticker qui a été fait par l'équipe CMR, car Marion rassemble, c'est un petit clin d'œil à Marion, qui est le manager des relations concurrentes de ce championnat de France FFSA GT et qui ne sera pas avec nous ce week-end parce qu'elle attend un heureux événement. Donc on lui a fait un petit clin d'œil du côté de l'équipe CMR et nous on trouve ça plutôt sympa. Merci Guéna, et effectivement on la salue Marion, on sait qu'elle est à l'écoute et on félicite d'ores et déjà Marion et Fred, effectivement Marion Casca qui a joué un grand rôle dans le succès de ce championnat de France FFSA GT version GT4, parce que Laurent Mercier, il faut bien le dire, on termine ici ce qui est finalement la 4e saison de ce championnat GT4 et on a malgré le contexte qui est quand même assez compliqué pour le moment, on a de nouveau 30 voitures sur la grille de départ, c'est fantastique. Ouais, c'était pas forcément gagné quand on connaît la situation évidemment actuelle en France pour pouvoir faire des déplacements, pouvoir déplacer les équipes, déplacer les pilotes, déplacer les commissaires aussi, puisque sans commissaire il n'y a pas de course, donc on peut dire que ça a été vraiment un bon tour qui a été joué par SRO Motorsports Group de pouvoir faire disputer cette finale. Il faut aussi saluer le circuit Paul Ricard d'avoir accueilli le championnat.
Oui, qui dit finale de la saison dit forcément championnat avec Fabien Michal et Grégory Gilbert qui sont en tête ici devant Mike Parisi et Nicolas Gomard. 47 points de différence. Christopher Campbell et Nicolas Prost à 47 points également. Et puis à 48 points, Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise. On va revenir sur les championnats dans quelques instants. Mais avant ça, on va retrouver Guénel Longy avec Édouard Copé. Oui, Edouard, rapidement, parce qu'on est en train d'évacuer la grille. Beaucoup d'enjeux pour vous ce week-end et ce départ en première ligne qui peut être synonyme de gros points ce soir pour essayer d'aller chercher ce titre. Oui, c'est sûr, c'est l'avant-dernière course de la saison. On a 5 points de retard sur la BM. J'ai pu faire une assez bonne qualif ce matin en partant de la première ligne. Donc l'objectif va être de sécuriser cette première ligne. Essayer de finir devant la BM. Et si on finit devant la BM, ce sera déjà très bien. Et si on peut gagner la course, ce sera encore mieux. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, mais je crois que vos voisins de première ligne, ils ont la même envie. En tout cas, très bonne course à vous, Edouard. Merci beaucoup. Merci Guénel, merci à Édouard Copé. Finir devant la BMW, effectivement, parce qu'on a vu le classement Pro-Am qui est celui où la situation est la plus claire. Grégory Gilbert et Fabien Michal sont largement en avance. Il leur suffit d'une 8e position en cas de double succès de leurs adversaires pour être champion. Par contre, regardez en silver, on l'a à l'image. Benjamin Lessen et Ricardo van der Ren, le duo belgo-néerlandais est en tête, mais 5 points seulement devant Édouard Copé et Fabien Laverne. Toujours en lice mathématiquement, on a aussi Benjamin Lariche et Robert Constany sur l'Alpine numéro 8 Speedcar et Paul Petit, Thomas Drouet sur la Mercedes numéro 88. 5 points de différence, Laurent, et on l'a vu, la BMW a un peu souffert lors des essais qualificatifs. Elle a un petit peu souffert lors des essais qualificatifs. Maintenant, c'est pas le premier week-end où on a vu que la BMW a souffert et on a vu qu'en course, ça se passait forcément un petit peu mieux. Et on va voir ce qu'on va être capable de nous sortir du côté de Benjamin Lessen et de Ricardo van der Ren. On sait que l'espace bienvenu est plutôt en vert avec la BM, a fonctionné dans le passé plutôt bien ici sur ce circuit Paul Ricard. Donc on va voir ce que ça va nous donner sur une nouvelle configuration aussi. On n'a pas la configuration habituelle, donc on va voir ce que va faire cette BMW M4. Elle partira 7e pour cette première course. Ce sera un peu plus compliqué demain puisqu'elle partira seulement depuis la 15e position. Et puis on a un 3e classement bien sûr qui est le classement AM. Christophe Hamon et Pascal Hutto sont en tête de ce classement AM. 18 points devant César Gazo et Wilfried Casalbon. Erwan Bastard et Sylvain Caroff sont toujours en lice pour le titre également, même si dans leur cas avec 26 points de retard les choses sont un peu plus compliquées. Là aussi la bagarre va être intense, Laurent, d'autant que César Gazo et Wilfried Casalbon, comme l'a fait d'ailleurs Aurélien Panis au niveau du classement général et de la Silver Cup, ils ont signé leur première pole position de la saison, et même 2 fois plutôt qu'une, dans la catégorie 1. Ils partiront 2 fois en pole de leur catégorie. Oui, 2 fois en pole de leur catégorie, et en plus ils auront des Pro-Am entre eux, puisque l'Audi Full Motorsport a décroché le 2e temps, mais il y a 3 Pro-Am qui sont entre ces deux voitures de la classe AM. Donc il ne va pas falloir se louper au moment du départ. On sait que le premier virage risque d'être assez animé, avec une course en plus disputée en nocturne comme vous pouvez le voir. Donc ça risque d'être sympathique. Oui, on avait dit effectivement ce premier virage qui est un 90 degrés alors qu'on a une voiture qui ne démarre pas, et c'est celle de Paul Petit, non? Oui, je pense que c'est la Mercedes AK ASP, la numéro 88. Ouais, qui partait depuis la 11e position sur la grille de départ. Cette Mercedes numéro 88 qui est bloquée sur la grille de départ. La Mercedes AKSP malheureusement. Et on va continuer, on va peut-être garder un peu à l'image cette Mercedes, mais on va aussi retrouver dans la voie des stands le leader du championnat AM. On vous en parlait il y a quelques instants, c'est Christophe Hamon, et il est au micro de Guénaël Longy parce que Guénaël, ils ont eu un début de journée plutôt compliqué. Oui, effectivement, c'est de ça qu'on allait parler. Ça n'a pas commencé exactement comme on le voulait du côté de votre équipe, Christophe, avec un accident ce matin en qualification. Et évidemment, l'équipe qui a fait du super boulot pour remettre la voiture en état pour être au départ ce soir. Oui, tout à fait. Dans mon malheur, ce que j'ai eu comme chance, c'est de pouvoir faire un temps assez correct avant d'avoir été percuté par une Alpine qui ne m'a pas vu et qui s'est excusé. Donc l'histoire est close. Mais effectivement, avant d'attaquer la chicane nord au virage 3, il ne me voit pas, il me percute. Et demi-train avant droit. Les gars s'y sont attelés. On a fait un test d'un demi-tour pour voir que tout allait bien. On espère que ça n'a pas créé autre chose, ce qui est généralement le cas lors de chocs. Mais on est au départ, c'est le principal, et voilà. Vous étiez très très rapide au Paul Ricard lors de votre dernière venue, mais ça ne s'est pas forcément passé exactement comme vous le souhaitiez. Ce n'est pas forcément un bon souvenir, il y a une revanche à prendre ce week-end aussi. Oui, tout à fait. On avait abandonné lors de la course 3, problème technique. Maintenant, avec des on fait tout un monde. Si on avait terminé, est-ce qu'on aurait terminé sur le podium, on aurait un écart de points équivalent à plus d'une manche d'avance. On serait déjà beaucoup moins stressé. Là, je dois être en mon 18e pipi, donc voilà.
Bon, je vous coupe parce que ça va partir. Merci beaucoup, Christophe. Merci Christophe, merci à vous. Au moins, c'est clair. Au moins c'est clair, le stress. Le petit moment de stress où il faut uriner avant le départ, ce n'est pas une légende. Attention, la grille de départ avec Aurélien Panis, son pôle devant, Édouard Copé, Toyota et Mercedes. Nous aurons ensuite une Alpine avec Robert Consani, enfin 2 Alpines même, et Christopher Campbell. La première Aston, celle de Théo Nouet, on va en reparler, c'est le champion d'Europe GT4 avec Valentin Asclo. Ils font une pige ici en France, ils partiront 5e devant Fabien Michal, qui est le leader du championnat Pro-Am avec Grégory Guilbert. Attention, il pourrait aller chercher un 3e titre en Pro-Am, Laurent, mais rapidement avant le départ, on peut dire que eux aussi ont connu un début de week-end compliqué. Oui, début de week-end compliqué avec la casse de la boîte de vitesse hier lors des essais libres. Donc on n'a pas roulé en essai libre 2 avec cette Audi numéro 42. On a travaillé évidemment pour changer la boîte. Et maintenant, cette Audi des doubles champions de France est parée, on l'a à l'image, est parée pour prendre la course, le départ de la course 1 de ce meeting. Le dernier virage de ce circuit Paul Ricard, le virage du pont, comme on l'appelle, tout simplement parce qu'effectivement, à la sortie de celui-ci, les concurrents passent au-dessus du pont qui permet d'accéder au paddock. Et puis après, c'est gaz à fond, non pas vers le S de la Verrière, comme c'est le cas habituellement sur ce circuit Paul Ricard quand on utilise la version longue, mais bien vers ce premier virage, un virage à 90 degrés à droite qui peut être assez délicat, qui va être sans aucun doute assez délicat. C'est parti, regardez la BMW directement de Ricardo van der Ren qui va essayer de profiter de la puissance de sa BMW M4 GT4 pour s'intercaler d'emblée aux avant-postes. Il y a un accrochage derrière avec Théo Nouet qui a percuté le mur. L'Aston 007 qui a percuté le mur avant même le premier virage de ce circuit. On s'attendait évidemment à ce que ce soit un peu délicat avec ce freinage délicat et on est de nuit. Qui plus est, Laurence qui n'aide pas, on va revoir, on peut l'espérer. Et directement safety car, évidemment, neutralisation d'emblée et safety car sur cette course. Alors là, on a juste des feux. C'est un peu compliqué pour le voir, mais... Oh, et le contact très violent pour cette Aston Martin AGS Events. AGS qui avait tout gagné dans le championnat GT4 européen, Laurent, qui s'est terminé ici la semaine dernière. Ouais, qui était ici le week-end dernier. Bon, Théo Nouet va bien, ça c'est l'essentiel pour le jeune pilote breton. C'est dommage parce qu'on était vraiment venu ici du côté de Théo Nouet et Valentin Asclo pour essayer de clôturer la saison de la meilleure des façons en essayant de briller sur ces 2 courses, sachant que l'équipage ne marquait pas de points en championnat, vu que c'était un petit peu, on va dire, une voiture invitée sur ce dernier meeting. Oui, le pilote indemne, ça c'est bien l'essentiel. Évidemment, par contre, on ne peut pas en dire autant de cette Aston Martin Vantage AMR GT4 malheureusement. Ça s'est touché, parfois ça peut aller très vite dans ce genre de peloton évidemment. Une petite touchette, la voiture déséquilibrée qui part dans la direction qui n'est pas celle évidemment que Théo Nouet voulait. Et le choc avec le mur là au départ. Pour cette 007, référence bien évidemment à l'agent secret le plus connu de la planète, avec une petite pensée d'ailleurs pour Sean Connery, décédé il y a peu et qui incarnait James Bond s'il en est. Et bien malheureusement, cette 007 qui voit en tout cas cette première course arrêtée plutôt prévue. On peut espérer que l'on pourra réparer la voiture pour demain, ça va être compliqué. Alors Laurent, là on passe dans la voie des stands. On passe par la voie des stands puisque évidemment il faut nettoyer la piste, il faut dégager l'Aston Martin, donc pour que les commissaires puissent travailler en toute sécurité. Évidemment, on fait passer les concurrents par la voie des stands au ralenti. Alors que là, on voit que l'avant quand même est sérieusement endommagé, l'un de la 007. Ouais, le choc a été violent. Si le châssis est plié, malheureusement, ça risque d'être assez compliqué. Valentin Asclo et Théo Nouet. On parlait d'AGS Events. Ils ont gagné le championnat AM avec Gilles Vanley et Nicolas Gomard. Ils ont gagné la Silver Cup, donc on parle au niveau européen. Ils ont gagné la Silver Cup avec Théo Nouet et Valentin Asclo. Et ils ont gagné le championnat des équipes également. Donc la totale pour une équipe qui en était à sa 11e saison et qui, après avoir fait confiance à Porsche notamment, est passée dans le clan Aston Martin cette fois. Et on se souvient qu'avec Porsche, ils avaient aussi remporté le championnat AM pilote et équipe d'ailleurs la saison dernière. Et là, on revoit simplement et on devine une touchette quelque part dans le peloton. Pousser, il y a probablement une toute petite touchette ou une grosse touchette, on ne sait pas, mais suffisante en tout cas pour déséquilibrer cette Aston Martin Vantage de Théo Nouet. Et la course s'arrête là. J'avoue, Laurent, j'ai des grosses craintes pour demain. Surtout que les 3 autres châssis AGS Events roulent ce week-end. C'est pas comme si on avait un châssis de rechange en plus dans le camion. Donc, puisque ce châssis-là est aussi le châssis qui roulait la semaine passée en GT4 European Series.
Oui, grosse déception pour Théo Nouet et Valentin Asclot qui voulaient simplement se montrer quelque part dans cette compétition française à laquelle Théo Nouet avait participé d'ailleurs l'an dernier sur une Audi R8 LMS de l'équipe Ores. Tout jeune pilote à Théo Nouet puisqu'il a 18 ans et déjà champion d'Europe GT4, hein, ce qui est plutôt pas mal évidemment comme ligne au palmarès. Et qui en plus un petit peu, on va dire, le protégé, alors, même s'il est encore très jeune, de Valentin Asclot, hein, qu'il a un petit peu pris sous son aile. Valentin qui a un petit peu plus d'expérience en GT, qui est aussi soutenu par Aston Martin. On l'a vu cette année en GT World Challenge Europe Endurance sur une Aston Martin du team Garage 59. Donc c'est un jeune équipage et c'est deux pilotes qui évidemment aspirent à passer en GT3 dès l'année prochaine, même si Valentin connaît déjà la catégorie. Oui, du côté d'AGS Events, on espère encore éventuellement aller chercher un titre dans la catégorie Pro-Am par exemple, où Nicolas Gomard et Mike Parisi occupent la deuxième position, même si avec 47 points de retard, ça va être très très compliqué dans cette catégorie Pro-Am. Par contre, dans le classement des teams, ils n'ont que 19 points de retard, puisqu'on sait que c'est la meilleure équipe, la meilleure voiture pardon, de chaque équipe qui marque des points à Laurent. Et donc, AGS pourrait encore être champion du côté des équipes, alors que du côté des pilotes, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Et juste pour vous signaler que la voiture de Paul Potty, la Mercedes numéro 88, qui était arrêtée tout à l'heure sur la grille de départ, a pu prendre la piste. Elle est partie depuis la voie des stands. Oui, et elle est dans le même tour. Oui, elle est dans le même tour. Donc, elle est en fond de plateau, en fond de grille. En fond de oui, mais elle a pu partir dès le départ. Elle n'a pas, juste après. Elle n'est pas avec un tour de retard. Oui, Guénaël. Oui, juste pour vous dire, effectivement, en fait, elle a redémarré au moment où les voitures arrivaient au niveau de la ligne droite des stands pour prendre le départ. Et donc, elle est sortie au feu rouge, juste derrière les voitures qui prenaient le départ. Parfait, merci Guénaël. Voilà la confirmation donc effectivement de ce problème technique tout d'abord, et puis surtout du fait que cette voiture a pu repartir. Paul Petit qui fait équipe pour la première fois, lui qui vient notamment de la catégorie LMP2. Il avait gagné ici au Paul Ricard d'ailleurs dans l'European Le Mans Series en LMP2 avec Racing Engineering il y a 2 ans. Il fait ses débuts en GT4 cette année, et avec Thomas Drouet on a eu des hauts et des bas depuis le début de cette saison, avec notamment une victoire, c'était ici sur le circuit Paul Ricard lors de la première course d'ailleurs, et puis 3 deuxièmes places également pour cet équipage qui est 4e pour l'instant du championnat en Silver Cup, et qui peut toujours viser une place sur le podium final, et même mathématiquement le titre. Encore le titre, même si le titre évidemment en partant depuis la dernière place ça va être un peu compliqué, mais mathématiquement parlant c'est toujours possible pour Paul Petit et Thomas Drouet. Et là aussi, du côté de ces deux pilotes, on espère aussi évidemment passer en GT3, même si là aussi les deux connaissent la catégorie GT3, puisque Thomas Drouet a fait ses débuts au total 24 heures de Spa au sein du team AKSP. On l'avait vu au Nürburgring aussi. Au Nürburgring aussi, avec de belles performances, et Paul Petit, lui, était en GT3 l'année passée. On espère que ces deux-là vont pouvoir revenir dans la catégorie supérieure. Alors le point sur le classement pour l'instant, Aurélien Panis a donc conservé l'avantage de sa pole position, il est devant Édouard Copé, et puis on retrouve 3 Alpines. Robert Consani sur la numéro 8 de l'équipe Speedcar, Rodolphe Walgren sur la 222, Rodolphe Walgren qui était 12e sur la grille de départ et qui est 4e après le premier tour, puisqu'on a neutralisé d'emblée. Donc un départ remarquable de Rodolphe Walgren. Christopher Campbell est en 5e position sur l'Alpine numéro 36 de l'équipe CMR. Et puis on a Ricardo van der Ende sur la BMW numéro 17 de l'espace Bienvenue qui est 6e, ça veut dire qu'il a gagné une position. Nicolas Gomard est en 7e position, lui qui est 2e actuellement du championnat Pro-Am. Éric Debar qui est 8e. Fabien Michal, le leader du championnat Pro-Am, est en 9e position, et 10e position pour Ruben Delsart, le néerlandais qui roulera en solo sur la Ginetta numéro 23 de l'équipe ABM Grand Prix. Une équipe ABM Grand Prix d'ailleurs, mon cher Laurent, que l'on retrouvera l'an prochain avec une nouvelle voiture. Ce ne sera plus une Ginetta. Et attention, safety car in à la fin de ce tour. Donc on va rentrer et relancer la course à la fin de ce tour. ABM donc qui va passer va délaisser sa Ginetta. Exactement, pour une McLaren 570S GT4 qui nous fera une marque supplémentaire l'année prochaine en championnat de France FFSA GT. Oui, et on retrouve rapidement Guénaël avant la relance, puisqu'elle est Guénaël avec Thomas Drouet, je pense. Oui, effectivement, avec Thomas, pour avoir un petit peu des nouvelles de ce qui s'est passé sur cette Mercedes numéro 88 au départ. On a eu ce qui semble être encore un problème électronique. On a eu des soucis déjà aux essais libres hier. L'équipe avait trouvé un petit souci, mais bon, apparemment, voilà, on a eu la même chose. Donc là, Paul a réussi à démarrer. On part du coup bon dernier. Mais bon, déjà on peut rouler, et bon, malheureusement ça fait mal en début de week-end. On espérait remonter au championnat, mais
on va se battre au bout et on va voir ce que ça donne quand même. Merci, bon courage Thomas. Merci Guinel et merci à Thomas. Effectivement, et on revient directement dans la bagarre pour vous dire que Ricardo Van der Ende a déjà doublé Christopher Campbell au freinage du premier virage. La BMW le néerlandais, on lui fait pas. Il a de l'expérience, Ricardo Van der Ende, ancien multiple champion en GT4 Europe, qui est parvenu à s'intercaler devant Christopher Campbell pour prendre la 5e position sur l'unique BMW engagé dans ce peloton de 30 GT4. Et encore, hein, Laurent, parce qu'au départ, on avait même 32 voitures de la catégorie GT4. On a eu le forfait d'une des Alpine Mirage suite à un souci familial pour l'un des deux pilotes. Et puis, on a eu le forfait également pour des raisons professionnelles, là, je pense, d'une des Mercedes de l'équipe AKSP. Exactement, c'est de Pascal Gibon et Christophe Bourré, hein, voiture qui roule habituellement en A-. Ouais, et dans cette catégorie GT4, eh bien, on retrouve notamment cette Mercedes, cette Audi et cette Alpine qui sont les 3 marques majoritaires avec 21 voitures, rien que pour 3 marques. Et puis vous ajoutez 4 Aston Martin Vantage, 2 Toyota, 2 Ginetta et une seule BMW, mais qui est à la bagarre. On le voit ici d'ailleurs, Ricardo Van der Ende qui fait l'extérieur, qui va gagner une position de nouveau par rapport à Rodolphe Walgren. Est-ce que le néerlandais est passé? Oui, il est passé, Ricardo Van der Ende. Et s'il y a bien une chose que l'on peut rendre à Ricardo Van der Ende et à Benjamin Le Sen, alors que Christopher Campbell en profite également pour doubler Rodolphe Walgren, Christopher Campbell qui avait signé sa 3e pole position de la saison dans la catégorie Pro-Am. Et en fait, comme il a disputé 5 séances qualificatives, ça fait 3 poles. Alors qu'on a une Audi, Saint-Éloque Ralenti. C'est pas la 42 ça? Je pense pas. Je pense non, que c'est c'est doit être peut-être celle de Jean-Paul Buffin, oui. à 44. Ouais. La nuit, tous les chats sont gris, mais toutes les Audi Saint-Éloque ne sont pas les mêmes. Et celle-ci est bel et bien. Qui fait équipe avec Arthur Rougier, hein, Jean-Paul Buffin. Oui, effectivement, bien vu. Et je vous disais donc Christopher Campbell qui a signé 3 pole positions sur 5 hein, dans cette catégorie Pro-Am cette saison. C'est quand même plutôt pas mal. Et on peut dire qu'avec Nicolas Prost, c'est un équipage qui est monté en puissance, qui peut toujours aller mathématiquement chercher le titre de manière plus réaliste, aller chercher la médaille d'argent au championnat en tout cas. Ils ont eu un peu de malchance parfois, Laurent. Ouais. Sans quoi le titre aurait peut-être été envisageable. Hein. Tout à fait, ça doit être d'ailleurs pour ça que les deux veulent revenir l'année prochaine hein, pour essayer de faire encore mieux sur la régularité. Donc on va voir ce que ça donne, mais aussi bien Christopher Campbell que Nicolas Prost ont vraiment l'intention de rouler ensemble l'année prochaine et toujours au sein du team CMR de Charlie Bourrachot. Ouais, ils avaient gagné leur première course à Albi en l'occurrence dans la catégorie Pro-Am. Et on a, ça c'est une Alpine aussi. Une de l'équipe Bodemer Auto qui est arrêtée dans la voie descente. Guénaël, peut-être vous pouvez nous aider. Ce serait pas celle de Laurent Je suis Coubard. en train de courir, messieurs. C'est la 76. Je pense que c'est Laurent Coubard. Hein. C'est la 76, oui. Bien vu. Je confirme. Bien vu Laurent, la 76 arrêtée donc dans la voie descente. C'est celle qui avait été impliquée Laurent dans l'accident, Guénaël pardon, dans l'accident dont vous parliez de Christophe Amon lors des essais, puisque l'accrochage c'était entre Christophe Amon et Jean-Charles Rédélé lors des essais qualificatifs. La Mercedes numéro 2, celle d'Edouard Copé, on a vu des dégâts à l'arrière pour Edouard Copé qui a été doublé entre temps par Robert Consani. Alors est-ce que les dégâts à l'arrière et le fait qu'il ait perdu une position sont liés pour Edouard Copé? En tout cas Robert Consani est passé 2e. Et attention parce que ça veut dire que dans la lutte pour le titre dans la Silver Cup, on a maintenant Edouard Copé juste devant Ricardo Van der Ende. Les deuxièmes du championnat devant les leaders du championnat pour l'instant. Un championnat où la Toyota numéro 30, Laurent, qui est celle d'Aurélien et d'Olivier Panis de retour, on l'a dit avec Guénaël Longy. On l'a dit, cette voiture numéro 30 ne marquera pas de points. Oui, exactement, hein, puisque l'équipage a été modifié sur ce dernier meeting avec le renfort d'Olivier Panis hein, qui a été classé évidemment Silver étoile par la FIA pour cette course. Hein, parce qu'Olivier Panis, malgré son immense palmarès, n'a plus roulé en compétition sur circuit depuis pas mal d'années. Et une chose qui est sûre, c'est que pour avoir discuté avec lui, Olivier Panis prend son pied hein, dans cette Toyota GT4 et dans ce championnat de France FFSA GT4 qu'il avait l'habitude de suivre dans le box. Et là maintenant en volant, Olivier avait la banane en fait. Hein. C'est un peu ce qu'on peut dire. Hein. C'est un peu le leitmotiv de ce week-end de lui, et pour lui c'est de prendre un maximum de plaisir. Il était très heureux en tout cas de revenir au volant, et comme il nous le disait hier, en plus le fait de pouvoir le partager avec Aurélien, il dit ouais, c'est un plus hein. Voilà, on a toujours eu une relation, me disait-il, avec Aurélien qui est assez exceptionnelle parce qu'on s'est toujours vraiment très très bien entendu. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. J'ai essayé de l'aider dans sa carrière et c'est vrai que pouvoir faire équipe avec lui aujourd'hui, pour un père c'est quelque chose d'assez sentimental. Et en plus Aurélien était surmotivé certainement parce qu'il est venu placer
passer cette Toyota JR Supra GT4 en pole position pour la première course avec un très très bon chrono. On avait déjà vu une Toyota très en vervière lors des essais libres. La version courte qui semble bien convenir, version courte de ce circuit Paul Ricard. Alors on va revoir peut-être ce qu'il s'est passé à l'arrière du peloton. On avait une des Alpines Bodemer. Non, à mon avis, c'est pas de ce côté-là. Effectivement, et pendant ce temps-là, Édouard Copé, qui après avoir été doublé par Robert Consani, est en train de mettre la pression pour le moment sur l'ex-Rallyman. La Mercedes est un peu abîmée à l'arrière gauche. Hein. Oui, c'est ce que l'on disait. Je me demande, je serais curieux de voir l'avant de l'Alpine pour voir s'il pourrait, à tout hasard, sans vouloir faire des hypothèses, s'il pourrait y avoir un lien de cause à effet avec d'éventuels dégâts à l'avant. Mais avec les phares, on ne le voit pas très bien. En tout cas, Édouard Copé, pour sa deuxième saison en championnat de France FFSA GT, a encore franchi un step. Déjà l'année passée, il faisait partie des révélations avec Arthur Rougier. Et là, Édouard Copé avec Fabien Lavergne, c'est vraiment un duo qui performe. Et Édouard Copé, rappelé, qui est un petit peu, on va dire, le protégé d'Olivier Plat, qui d'ailleurs nous suit depuis les États-Unis. On peut suivre la course depuis les États-Unis. Salut Olivier. Bonjour Olivier. Et on salue Édouard Copé, 18 ans, comme on avait salué Théo Nouet, 18 ans, la jeune garde qui choisit le GT pour essayer de rejoindre quelque part les sommets du sport automobile, mais version plutôt GT Endurance. On ne parle pas de monoplace dans ce cas-ci. Et c'est vrai que le GT4 est clairement une rampe de lancement pour ces jeunes pilotes. C'est un produit qui convient à la fois à des pilotes plus amateurs, plus gentleman driver entre guillemets, et à des jeunes qui veulent se distinguer et qui veulent pourquoi pas se faire remarquer par des constructeurs. L'écart pour le moment entre Aurélien Panis et Robert Consani grandit, 4 secondes 7 avec un meilleur tour en course à mettre à l'actif d'Aurélien Panis en 1:32.470 contre 1:34 pour Robert Consani et Édouard Copé. Il creuse l'écart. Aurélien Panis, Robert Consani et Édouard Copé qui sont 2e et 3e. Ricardo Van der Ende qui vient de tourner en 1:33.064 est en train de revenir sur le duo qui occupe pour l'instant les 2e et 3e places. Paul Petit lui remonte, pleine remontée pour le pilote de la Mercedes 88 du team AKSP, 21e. Après être parti depuis la dernière place. Il vient de tourner en 1:36.0. Donc on est dans des chronos. Évidemment, on est dans le trafic. Et le retour dans la voie des stands aussi, et bien décidément, du team Jouffroy by Victim. L'équipe avec Éric Trémoulet et Olivier Jouffray. C'est Olivier Jouffray qui prenait le départ sur cette Mercedes. Une équipe, Laurent, que l'on n'a pas vu, contrairement à ce qui avait été le cas sur les 3 premières saisons pour des saisons complètes, ou pratiquement complètes en tout cas. Ici, on les a vus juste pour un programme partiel avec uniquement des présences au Paul Ricard. Oui, exactement. Ce qui était de toute façon prévu pour des raisons professionnelles, plus pour Olivier Jouffray, qui a forcément pas mal de travail et qui n'a pas pu se libérer pour faire la saison complète. C'est un changement de châssis aussi, puisqu'on est passé du côté de chez Victim de Porsche à Mercedes. On est venu ici la semaine passée aussi pour la finale GT4 European Series. Et on comptait justement sur cette finale du championnat de France pour briller pour cette Mercedes. Alors qu'on est rentré aussi du côté de Jean-Paul Buffin. On a vu tout à l'heure un petit peu en délicatesse cet Audi numéro 44 du team Saint-Éloque. On a des auditeurs très attentifs qui nous signalent qu'a priori, il y avait déjà des dégâts sur la Mercedes au moment du restart. Donc ça n'aurait rien à voir avec Robert Consani. Ça pourrait être quelque chose qui s'est produit, une touchette qui s'est produite durant le premier tour. Merci à Cédric pour cette information. On compte sur vous, parfois effectivement. Nous n'avons que 2 paires d'yeux pour suivre la course avec Laurent dans la nuit. On l'a dit, la nuit, tous les chats sont gris qui plus est. Et donc effectivement, si vous avez peut-être aperçu quelque chose, merci. Oh, attention, Pascal Hutto, l'Audi numéro 5 du team Full Motorsport, ce sont les leaders du championnat en Ham Cup qui est arrêté dans la voie des stands. On l'avait dit avec Christophe Hamon au micro de Guénel Longy en début de course. On l'avait dit, il y a eu un contact lors des essais qualificatifs avec Jean-Charles Rédélé qui n'avait pas vu Christophe Hamon derrière lui et qui en chauffant ses pneumatiques est venu le percuter. Et là c'est peut-être le championnat Ham qui bascule encore une fois, j'ai envie de dire Laurent, parce qu'il a basculé. On a eu des rebondissements, on avait eu l'accident en toute fin de course d'Erwan Bastard et Sylvain Caroff lors de l'épreuve de Manicourt. On a eu la panne d'essence ici sur le circuit Paul Ricard pour l'équipe Team Full Motorsport, cette équipe-là de Christophe Hamon et de Pascal Hutto. On a eu le bris de direction assistée à Albi pour Erwan Bastard et Sylvain Caroff. Donc on a alterné les coups du sort. Et là, malheureusement, pour Christophe Hamon qui était déjà stressé, il l'a dit, vous vous en souvenez bien,
au micro de Guénel. Thomas. Apparemment, il y a un souci. Oui, Guénel. Oui, alors juste pour dire, c'est à l'avant droit parce qu'il y a une énorme trace de contact sur le passage de roue avant droit. Et on est en train d'essayer de remettre la roue, mais ça a l'air d'être un peu compliqué. Je pense que c'est touché au niveau de l'essieu avant. Donc c'est un contact en course maintenant. C'est pas une conséquence de ce qu'il s'est passé. Non, on le voit bien, effectivement. Alors on l'a vu sur la caméra HF que nous avons dans notre cabine, mais que vous n'avez pas vu à l'écran pour l'instant. Voilà, on va le voir maintenant. Avec même un logo Endurance Info qui est un peu souffert. Il va falloir redonner un petit autocollant, mon cher Laurent, à l'équipe de Vincent Saforez. Bon, blague à part, évidemment, ça c'était un gros coup du sort pour cet Audi numéro 5 du team Full Motorsport. Et entre-temps, on a vu également Ricardo Van der Ende de passer devant Édouard Copé pour la 3e place. Donc changement avec la BMW qui revient 3e devant la Mercedes numéro 2 de l'équipe CD Sport. Oui, on a vu que la Mercedes était un petit peu large et ce qui a pu profiter à la BMW, on le voit ici. En fait, il a défendu sa position, Édouard Copé, sur la ligne intérieure, et puis il a effectivement, il s'est fait piéger. Regardez, Christopher Campbell est passé aussi avec l'Alpine juste derrière. Édouard est passé 5e sur la numéro 2. On a vu l'Alpine rouge qui s'intercalait également à l'intérieur du deuxième virage. Petite erreur là d'Édouard Copé avec cette Mercedes dont c'est pas la première fois d'ailleurs que le pare-choc arrière de cette Mercedes CD Sport a disparu. C'était le cas à Albi si je me souviens bien notamment. Et donc dans le duel entre l'espace bienvenu sur la BMW. On rentre l'Audi Full Motorsport à un numéro 5. Donc là, ça fait pas les affaires de Pascal Hutto et Christophe Hamon en vue du championnat. On avait 165 points pour cet équipage contre 147 à Wilfried Casalbon et César Gazo. Et cette Toyota du team CMR, la numéro 66, pour l'instant, est en tête de la catégorie. En plus... Ce qui est important, c'est d'essayer de repartir malgré tout. Parce que si la voiture est classée, on marquera des points, Laurent. Puisqu'il y a moins de 10 voitures engagées dans la catégorie M-Cup. Puisqu'en l'occurrence, on en a 7. Et donc, quoi qu'il arrive, ce serait au pire une 7e position. 7e, ça veut dire 6 points. Et ça pourrait faire toute la différence à la fin de cette saison. Donc, il faut essayer de repartir du côté du team Full Motorsport. Aller chercher des points malgré tout. Pendant ce temps-là, on avait Édouard Copé qui a repris l'avantage sur Christopher Campbell. Après s'être offert d'ailleurs le meilleur secteur absolu, le meilleur chrono absolu dans le premier secteur. Voilà, Édouard Copé, on l'a à l'image. Il est revenu à la 4e position. Aurélien Panis en tête. Robert Consani en 2e position sur l'Alpine numéro 8 de l'équipe Speedcar. Il est à 8 secondes. Robert Consani, Ricardo Van der Ende est à 10 secondes. Édouard Copé est revenu à 11 secondes. Christopher Campbell à 12. Il est en tête de la catégorie Pro-Am. Christopher Campbell devant Nicolas Gomard. Rodolphe Algren, donc qui est Nicolas Gomard avec la Stone numéro 89 AG Stevens. Rodolphe Algren sur l'Alpine du team Mirage est en 7e position. Fabien Michal est en 4e position de la catégorie Pro-Am et 8e du classement général. C'est-à-dire que virtuellement, ils sont champions pour l'instant, Fabien Michal et Grégory Guilbert, puisqu'une 8e place suffirait à leur bonheur et pour assurer à ce duo un 3e titre consécutif dans la catégorie Pro-Am. Un duo qui aura fait preuve d'une régularité absolument remarquable depuis le début de cette année, puisqu'ils sont rentrés dans les points à chaque fois. Ils ont gagné une course, mais ils ont aussi ajouté 4 deuxièmes places notamment, et leur moins bon résultat pour l'instant est une 5e position dans la catégorie Pro-Am. Ah, la régularité, Laurent Mercier, on en a déjà parlé, vous et moi. Ouais, c'est un petit peu votre cheval de bataille, la régularité. Mais il est vrai quand même qu'en championnat de France FFS AGT, la régularité finit souvent par payer quand même. Ouais, il faut à la fois être performant et régulier, mais c'est le cas pour Grégory Guilbert et Fabien Michal. On se souviendra qu'ici, notamment lors de l'épreuve début octobre sur ce circuit Paul Ricard, ils avaient joué la victoire jusqu'au bout. Et puis c'est dans le tout dernier tour que Fabien Michal avait commis, ou l'avant-dernier tour que Fabien Michal avait commis une petite erreur ici d'ailleurs dans le virage du pont, qui lui avait coûté la victoire. Et cette victoire qui était finalement revenue à l'Alpine de Rodolphe Algren et de Vincent Beltoise. Attention, retour sur la bagarre. Laurent, je vous interromps, mais entre les leaders du championnat et les candidats au titre de la Silver Cup, avec Ricardo Van der Ende et Édouard Copé, on ne va se faire aucun cadeau. Entre ceux-là, on avait vu le Néerlandais prendre l'avantage sur le jeune Toulousain il y a quelques tours, mais Édouard Copé est bien décidé à reprendre les devants et sachant qu'il y a 5 points d'écart entre ceux-là, ça serait aussi peut-être aller rechercher, si pas la tête du championnat, en tout cas pratiquement, puisque Aurélien Panis et Olivier Panis, eux, ne marqueront pas de points, ils sont transparents. Et on continue de creuser l'écart du côté d'Aurélien Panis avec près de 9 secondes d'écart d'avance sur Robert Consani.
Et Paul Petit, lui, sur la Mercedes numéro 88, continue sa folle remontée. Maintenant, la Mercedes numéro 88 est passée 15e. Donc il va falloir essayer de récupérer des points sur pour cette numéro 88. Même si on est au championnat, on est quand même très loin pour le titre. Et Edouard Coopé essaie de trouver l'ouverture sur Benjamin Le Sen. Il essaie par sur Ricardo Van Der Ren, pardon. Sur Ricardo Van Der Ren. Il essaie par extérieur. Il est un peu en dehors de limite de la piste, là, Edouard Coopé, qui va venir se remettre derrière la BMW. Il est bien chaud, hein, notre ami Edouard Coopé. Ce qui est souvent le cas quand il est au volant. Et ça tranche tellement avec le comportement qu'il a quand il est en dehors de la voiture, où il est extrêmement calme. Edouard Coopé, c'est cool, c'est relax, c'est presque, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, mon cher Laurent, c'est chill. C'est chill. Pour Edouard Coopé. Vous avez rajeuni, là. J'ai rajeuni d'un coup, mais je me sens vieux, je voulais prendre 20 ans de moins. Edouard Coopé qui est effectivement, lorsqu'il est en dehors de la voiture, est très très calme. Et puis quand il est au volant, eh bien, ça va très très vite. Il avait terminé 3e du championnat pour ses débuts en GT l'an dernier avec Arthur Rougier. C'était déjà avec cette Mercedes de l'équipe CD Sport. Et ici, il fait équipe avec Fabien Lavergne, champion de l'European Le Mans Series en GT l'an dernier. Hein, excusez du peu, les deux pilotes qui sont engagés en Ça fait aussi les affaires de Christopher Campbell. Hein, oui, qui est en train de revenir parce que Ricardo Van Der Ren ferme les portes en fait. Thomas, on a une pénalité pour la procédure de safety car pour l'Audi 42 Saint-Éloque Racing. Donc ça, c'est pas bon pour le titre. Et aussi pour la numéro 616 qui est l'une des Alpines de Mirage Racing, la voiture pilotée par Eric Clément. Et pendant ce temps-là, on a vu Fabien Michal, lui était 8e. Ouais, et je pense qu'on vient de voir Nicolas Gomard passer devant Rodolphe Walgren aussi au niveau du premier virage. Donc Nicolas Gomard qui prendrait la 2e place dans la catégorie Pro-Am. Et effectivement, ça c'est pas bon pour le titre, pour l'Audi numéro 42, alors qu'il y a une belle avance. Hein, on l'a dit, une 8e position serait suffisante. C'est sa place actuellement. 8e en Pro-Am alors. Oui, pardon, en Pro-Am. Oui, donc là, c'est 8e au général. Il faut une 8e place en Pro-Am. Ce qui reste possible, hein, on va avoir un Greg Guilbert évidemment au volant en fin de course. Et on sait que quand il faut aller se battre et qu'il faut aller au charbon, on peut compter sur lui. Et on va déjà avoir, Laurent, on est déjà dans l'ouverture de la fenêtre pit stop en fait. Donc on va déjà avoir les premiers pit stops. On a vu rentrer une Alpine notamment qui est celle de Rodolphe Walgren, qui était la Mirage effectivement. On a vu rentrer également Christopher Campbell sur l'Alpine numéro 36 de l'équipe CMR. On a vu rentrer Fabien Michal, vous venez de le voir. Et puis on a vu revenir Ruben Delsart dans la voie des stands. Alain Ferté également sur l'Alpine numéro 35 Bodé Merotto. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de la 42? Est-ce que l'on va faire le drive-through maintenant, ou est-ce que l'on va d'abord changer de pilote et faire le drive-through dans la foulée? Pour cette numéro 42. Eh bien on va d'abord faire le drive-through. On va repartir pour un tour avec Fabien Michal. Et puis on peut imaginer que Fabien va revenir et céder le volant à Grégory Guilbert. Et on voit ici la sortie de la voie des stands qui se fait en fait après le premier virage. Ouais. Ce qui est beaucoup moins dangereux, hein, ceci dit, que de vouloir revenir juste dans la zone de freinage. L'arrêt également du côté de l'équipe CD Sport, mais ce n'est pas la voiture qui joue le titre hein, dans la catégorie Silver. Ce n'est pas la numéro 2 d'Edouard Coopé, c'est la numéro 3 de Jean-Ludovic Foubert qui vient de rentrer et qui va être relayé par l'ex-rallyman Clément Bully. La numéro 3. Effectivement, que l'on a ici à l'image, Clément Bully qui avait découvert le championnat de France FFSA des circuits l'an dernier à bord d'un proto de la Sprint Cup by Funio et qui passe au GT4 cette année. Ça n'a pas été une année facile, hein, on peut le dire, hein, pour Jean-Ludovic Foubert et Clément Bully, mais une année d'apprentissage. Et puis on voit le niveau, hein, Laurent, dans le championnat de France FFSA GT qui, je crois, on peut le dire, Laurent, aujourd'hui c'est le championnat GT4 et ce n'est vraiment pas d'infanterie, mais c'est le championnat GT4 le plus disputé, le plus relevé au monde. On peut l'affirmer sans faire de cocorico. Ah oui, on peut l'affirmer sans faire de cocorico, hein, avec plus de 30 voitures de toute façon dans ce championnat. On le voit encore avec tous les titres hein, qui restent à jouer pour cette finale. Alors qu'on s'est arrêté et 20 du côté voitures dans la même seconde d'Edouard Coopé et de Fabien Lavergne. Ouais, 20 voitures dans la même seconde lors de la deuxième séance qualificative. Ça c'est la preuve aussi de l'intensité des débats qui était la séance qualificative où l'on retrouvait les pilotes pro dans le cas des équipages pro bien évidemment et les pilotes silver aux avant-postes. 20 voitures sur 30 dans la même seconde, c'est assez impressionnant. L'arrêt, vous l'avez dit, de la Mercedes numéro 2. On va surveiller évidemment les dégâts à l'arrière aussi hein, pour cette Mercedes d'Edouard Coopé et Fabien Lavergne. Est-ce que le contact n'aurait pas été avec la Aston Martin de Théo Mouet au départ?
Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Même s'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête pour le moment des officiels, mais est-ce que ce serait pas ça? Mais j'imagine que Guénaëlle Longy va mener l'enquête. On peut compter sur elle pour mener l'enquête sur ce genre de débat. La numéro 6, c'est une première. Non pas pour la numéro 6, mais pour cette pilote en tout cas. Avec Jean-Laurent Navarro et Michael Blanchemin qui font cause commune sur cette deuxième Audi du Team Full Motorsport. Alors Michael Blanchemin, on le connaît bien évidemment dans le championnat FFSA GT. On l'avait vu notamment gagner d'ailleurs sur le circuit de Pau avec Steven Pallet. Il était là même le week-end dernier avec Christophe Hamon d'ailleurs sur une Audi mais dans la version GT3. Et Jean-Laurent Navarro, il nous vient des voitures de tourisme. Il a fait la Peugeot 308 Racing Cup l'an dernier et le TCR Europe cette année sur une Peugeot. C'est bien aussi de venir se frotter un petit peu aux pilotes du championnat de France FFSA GT, certainement pour préparer 2021. Ouais, j'imagine que l'idée, effectivement, c'est de se dire tiens, je vais goûter un peu et voir si ce championnat peut répondre à mes attentes. L'arrêt de la BMW, celle de Ricardo van der Ende, qui va céder le volant à Benjamin Le Sen. Ils ont mené l'essentiel du championnat et puis c'est ici sur le circuit Paul Ricard début octobre, Laurent, que les choses ont commencé à mal tourner pour eux avec un bris de moteur et un double abandon qui a fait beaucoup de mal évidemment dans un championnat où on l'a dit la régularité a souvent joué. Exactement, oui, tout à fait, mais on ne s'est pas démobilisé du côté de l'espace bienvenu. On a pu le voir à Albi où le team le team propriété d'André Grammatico a bien rebondi. Et maintenant ça va être au tour de Benjamin Le Sen. Benjamin Le Sen qui avait déjà joué le titre européen l'an dernier en GT4 et qui avait vu la couronne lui échapper lors du tout dernier meeting et qui espère évidemment ne pas voir l'histoire se répéter cette fois. Lui qui était engagé sur l'une des McLaren de l'équipe Verskure en compagnie de Daniel Mackay, le Britannique. 5 victoires cette saison pour ce duo, 5 victoires en 10 courses, mais aussi, on l'a dit, 2 abandons qui font mal au moment de décompter les points à l'aube de cette finale. C'est reparti pour Benjamin Le Sen qui directement, et vous le voyez très incisif, vient se remettre devant ses adversaires dans le peloton, ce qu'il a tout à fait le droit de faire. Il est sorti de la voie des stands, mais pour directement s'afficher et ne pas perdre une place supplémentaire. La Mercedes numéro 4, elle est engagée, on les aura toutes vues dans les Mercedes et les sports puisqu'il y en a 3. La numéro 4, elle est engagée dans la Ham Cup avec les Libanais Jihad Aboujaoudé et Shahan Sarkissian. Et pour la voiture d'Edouard Coopé, le contact ce serait plutôt avec une BMW, celle de l'espace bienvenu. Oh, et là on a une touchette également. Alors est-ce que c'est maintenant entre Benjamin Le Sen et l'Alpine numéro 222? On a la Mercedes numéro 2 qui était déjà derrière dans la bagarre également. Alors l'arrêt ici de Fabien Barthez qui va être relayé par son neveu Vincent Marcerou. Qui nous vient du karting, Vincent Marcerou. Il a évolué ces dernières années et qui fait équipe effectivement avec tonton Fabien dans ce cas-ci sur cette Mercedes de l'équipe AKSP. Qui mixe à nouveau football et sport automobile, Fabien Barthez. Et attention, retour sur la bagarre en silver entre les deux candidats au titre. Benjamin Le Sen face à Fabien Lavergne qui sont de nouveau coude à coude avec la Mercedes qui s'infiltre à l'intérieur. Apparemment les dégâts qui n'empêchent pas la Mercedes de tenir un rythme très élevé. Benjamin Le Sen qui a dû s'incliner, il revient ici. On avait déjà eu un duel entre ces deux-là lors de la première course ici sur le circuit Paul Ricard. C'était déjà en nocturne, si je me souviens bien. Oui, d'ailleurs, avec de nouveau le duel avec Benjamin Le Sen qui tente par l'extérieur. Et regardez derrière, on a Nicolas Prost qui est dans la bagarre également avec l'Alpine. Et on a une Aston Martin qui doit être celle, j'imagine, de Mike Parisi qui serait juste derrière. Oui, il est juste derrière Mike Parisi, c'est bien lui. Magnifique lutte là entre ces candidats à la victoire et au titre dans la catégorie Silver. Mike Parisi qui avait été champion de France de la catégorie Pro en 2017 lors de la relance du championnat en version GT4. L'arrêt ici de la numéro 8 de Robert Consani, l'Alpine de l'équipe Speedcar donc. Benjamin Lariche qui a pris le relais. On va surveiller évidemment ce qu'il se passe. Là, avantage de nouveau à la Mercedes et les sports. Mais regardez Benjamin Le Sen qui ne lâche rien et qui reste juste derrière. Et puis juste derrière également Nicolas Prost et Mike Parisi qui pourraient tous les deux, on connaît le niveau de ces deux pilotes. Un qui a été pilote au plus haut niveau mondial en endurance et en
en Formule I notamment pendant de très très longues années. Nicolas Prost, fils du quadruple champion du monde de Formule 1. Si vous posiez la question, vous le savez évidemment, mais voilà, bon sang ne peut mentir. Et puis on a Mike Parisi qui est un ancien champion de France, on l'a dit. Deux pilotes de référence sur les circuits français qui sont juste là derrière. Deux jeunes pilotes, en tout cas deux pilotes qui ont moins de palmarès. Fabien Lavergne qui s'était vraiment révélé l'an dernier en European Le Mans Series, où il était le meilleur bronze, je crois qu'on peut le dire, de la catégorie GT. Depuis d'ailleurs il est passé silver, Fabien Lavergne, et puis Benjamin Le Sen qui est l'un des jeunes espoirs sur la planète GT, qui vient de disputer ses premières 24 heures de Spa aussi avec une BMW, une voiture de l'équipe Boutsen-Gignon Racing. Alors Benjamin Le Sen va-t-il pouvoir inverser la tendance par rapport à Fabien Lavergne? On a l'arrêt également de la Toyota numéro 30 d'Aurélien Panis, et c'est Olivier Panis qui vient s'asseoir au volant de cette Toyota. Lui qui a été pilote pendant 2 saisons pour Toyota en Formule 1, qui a ensuite été le pilote d'essai aussi de la marque japonaise. Ça repart pour Olivier Panis qui est en tête, et on retrouve Guénel Longy dans la voie descente avec Valentin Scleux. Oui, en compagnie de Valentin. Alors on a laissé un petit peu Théo tranquille parce qu'il avait l'air d'être vraiment extrêmement peiné par cette sortie au départ. Qu'est-ce qui vous a dit votre coéquipier sur ce qui s'est passé, Valentin ? Et là, il est un peu secoué. C'était un gros impact. Malheureusement, je pense qu'on ne peut pas encore savoir ce qui s'est vraiment passé. Et nous, de l'extérieur, on n'a pas vu grand-chose, si ce n'est beaucoup de phares, beaucoup de voitures. Je pense que tout le monde est un peu énervé en piste aujourd'hui parce qu'il joue les titres. Voilà, il n'est pas impossible qu'il ait été aidé. On verra. Pour l'instant, il est un peu secoué. Il n'a pas senti de contact qui venait de l'arrière, par exemple? Si, il a senti un léger contact de l'arrière. Et voilà, il y avait 4 voitures de front, c'était un petit peu chaud. Et voilà, c'est la course. Malheureusement, il faut l'accepter. Maintenant, l'objectif, c'est de réparer la voiture pour demain, si on peut le faire. Oui, alors est-ce qu'il a eu le temps justement alors sans aller regarder la voiture dans les dégâts, dans les détails, mais on a vu qu'elle était très endommagée. Vous attendez qu'elle revienne pour faire un peu le bilan? Oui, c'est ça. Je garde espoir, en tout cas. Il faut toujours remonter en selle. Vous aussi, mon cher Valentin. Merci beaucoup. Merci Guénel, et merci à Valentin d'avoir répondu malgré la frustration et la déception bien légitime évidemment après un incident comme celui-là. Rappelons que la 007, cette Aston Martin de l'équipe AG Stevens, partait depuis la 5e position sur la grille départ, et malheureusement Théo Nouet qui ne sera même pas allé jusqu'au premier virage puisqu'il a percuté le mur en béton avant même celui-là. Vous avez revu d'ailleurs pendant l'interview cet incident. On n'a pas eu l'explication totale, mais comme le disait très bien Valentin, Laurent, quand on se retrouve avec des pilotes qui jouent des titres, notamment qui sont très chauds, il n'y a pas de place à perdre, on ne se fait pas de cadeau dans la course vers le premier virage. C'est en nocturne, en plus on sait que le premier virage est assez serré et tout le monde veut essayer évidemment de tirer son épingle du jeu, sachant que cette Aston Martin partait quand même dans les positions de tête puisqu'elle était 5e sur la grille de départ. Et là évidemment c'est un petit peu compliqué même pour la course de demain. Il va falloir, si la voiture est réparée, je pense qu'on va travailler très tard du côté de chez AG Stevens. Oui, j'ai quelques craintes pour le châssis quand c'est des contacts frontaux comme ça. C'est assez violent quand même. Oui, on est bien d'accord. Pendant ce temps-là, Olivier Panis lui se pose pas de questions. Il est en tête. Olivier Panis, et il est même largement 13 secondes 2 pour Olivier Panis sur Benjamin Lariche. Alors, il n'a plus roulé depuis 5 ans. Est-ce qu'il va nous tenir le rythme? Est-ce qu'il va aller chercher cette victoire pour ce retour? Alors il a pu rouler sur circuit, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus roulé du tout, parce que notamment sur la glace, il a continué à briller. Oui, tout à fait, en Trophée Andros. Bon, maintenant, entre le Trophée Andros et le circuit Paul Ricard, il y a quand même, c'est un petit peu 2 mondes différents. Mais du côté de chez Olivier Panis, on a quand même l'avantage de l'expérience. Oui, et on retrouve Guénel Longy dans la pitlane. Oui, Thomas, Laurent, j'ai plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour le moment. Ce qui ressemble à une bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de remonter l'Audi numéro 5 de l'équipe Full Motorsport qui devrait peut-être pouvoir repartir dans quelques instants. On me fait des signes de la tête, oui, dans l'équipe. On est en train de remonter, vous le voyez, la roue avant droite est en train de remettre le capot. Christophe Hamon qui est installé au volant. Et pour vous dire un petit peu, j'ai parlé avec Pascal Hutto il y a quelques minutes. Il me disait, je me suis retrouvé un peu dans une espèce d'imbroglio de pilotes là, qui étaient en train de se mettre des coups de roue. Il y avait la voiture de l'équipe victime qui était en tête à queue au milieu. Et il a été touché par une voiture, il ne s'est pas identifié laquelle, à l'avant droit. Volant complètement tordu, la voiture roulait en crabe et c'est la raison pour laquelle elle est restée aussi longtemps en stand pour être réparée.
On a une pénalité pour Benjamin Le Sen pour la BMW numéro 17. Drive-through penalty, donc il va falloir repasser par les stands pour la BMW pour avoir causé une collision. Ouais, alors on va essayer d'aller malgré tout se classer pour cette Audi du Team Full Motorsport. Ce sera l'objectif pour l'Audi numéro 5. Alors quel est le retard Laurent, sauf erreur de ma part, pour être classé, il faut avoir couvert 75% de la distance du vainqueur. Ça va être très compliqué, je le crains, pour cette Audi numéro 5 qui compte déjà 13 tours de retard. Et on va tenter le tour pour le tour. On va avoir 32, 33 tours peut-être à l'arrivée. Ça va être limite. Ouais, j'ai quelques craintes pour ne rien vous cacher. On va être. Il faut essayer. On va essayer. On va pousser, en tout cas certainement pour Christophe Hamon. Vérifier que la voiture fonctionne. En tout cas. Et Laurent, vous le disiez, drive-through pour la 17. Ouais. Et à mon avis, ça c'est le contact qu'on a vu dans la chicane peut-être avec l'Alpine numéro 222. Si c'est ça, c'est sévère. Hein, parce que la 222 qui avait gardé sa position, on avait vu effectivement ce petit contact avec Vincent Beltoise. On suppose, on l'a vu en replay, donc on a rejoué tout simplement. On suppose que c'est... que c'était peut-être ce contact-là, mais si c'est ça... Pas persuadé que ce soit ce contact. Si c'est ce contact-là, la pénalité est vraiment très sévère dans la mesure où aucun des deux pilotes n'a perdu de position dans l'histoire. Peut-être que c'est le contact avec la Mercedes d'Edouard Coopé qui était tapé à l'arrière, puisque je crois que le contact, je crois que la Mercedes s'était fait pousser par la BMW numéro 17. Au moment du départ, on va essayer de voir si... on n'a pas vu grand-chose évidemment sur ce départ. Il y aurait eu un contact donc entre la numéro 2. On va voir ce que ça va donner. Oui, ce drive-through, ça veut dire passage au ralenti par la voie descente. Et Laurent, ça c'est une très mauvaise nouvelle parce que la voie descente du circuit Paul Ricard, elle est longue. Je vous la refais, 541 mètres. Voilà, merci Laurent. Je savais que je pouvais compter sur vous. 541 mètres à 50 km/h maximum pour un pilote de course. Je pense qu'il ne doit rien y avoir de plus frustrant. Et effectivement, alors qu'est-ce qu'il s'est passé? On n'a pas l'explication pour l'instant entre Ricardo van der Ende et Edouard Coopé si c'était en début de course. Peut-être un peu plus tard d'ailleurs. Eh bien, on va peut-être avoir des explications parce qu'on l'avait promis. Guénel Longy a mené l'enquête et elle a retrouvé, alors ce n'est pas le coupable, on va dire quoi, un des suspects peut-être, Guénel en tout cas, un des protagonistes du duel entre Ricardo van der Ende et Edouard Coopé, et en l'occurrence c'est le jeune Toulousain. Oui, on va partir en enquête maintenant, on va lui poser des questions à Edouard, évidemment, belle bagarre avec Ricardo van der Ende sur cette première moitié de course. On a vu que vous aviez un petit choc à l'arrière, est-ce que vous savez nous expliquer d'où ça vient? Oui, belle bataille, mais pas très fair-play de la part de la BM. Déjà, dans le premier tour, au départ, je me suis fait taper par une Aston. Et ensuite, la BM, pour essayer de me doubler, elle m'a poussé très fort au premier virage et c'est comme ça qu'elle passe. Et je trouve vraiment pas ça très beau pour les deux voitures qui se battent pour le championnat. Mais bon, ils ont pris une pénalité et c'est bien mérité. C'est d'ailleurs la BM qui vient de prendre un drive-through à l'instant. Edouard, pour vous aussi, pour le championnat, c'est important parce que vous allez prendre un peu d'air devant. Exactement, normalement si tout se passe bien maintenant on devrait passer devant eux au championnat et avoir un peu d'air pour demain. Eh bien écoutez, à demain alors, merci beaucoup Edouard. Merci. Merci Edouard Coopé, merci Guénel Longy d'avoir mené l'enquête. Notre inspecteur Guénel. Le calme avant tout Edouard Coopé. Oui, le calme avant tout. Je vous le disais. Je l'ai fait toujours parler, vous remarquez. Hein, je suis une super enquêtrice. Effectivement. Et on a une Guénel qui aura parfaitement mené l'enquête sur ce coup-là. Appelez-moi inspecteur Gadget, messieurs. L'inspecteur, non pas Gadget, mais l'inspecteur Guénel en l'occurrence, qui était avec nous. Ah voilà, vous étiez à l'antenne ma chérie. Mais oui, Je pensais que vous étiez juste dans mon oreille. Il répond toujours à mes questions, vous avez remarqué, ils sont d'une honnêteté, d'une franchise. D'accord, merci Guénel, effectivement. Je pensais que vous étiez juste dans mon oreillette, puisqu'on a, pour ne rien vous cacher. Attention Guénel, la 42 qui est dans la voie des stands. Et bien décidément, c'est la journée et la soirée noire pour les leaders du championnat. L'Audi numéro 5 en Am Cup, la BMW numéro 17 en Silver Cup et l'Audi numéro 42 en Pro Am. Tous les leaders du championnat ont tous rencontré des problèmes, et là c'est un problème d'ABS à mon avis. Problème de frein pour la 42 qui a tiré tout droit, mais largement tout
tout droit et avec un blocage de roue qui ne doit pas arriver normalement sur des GT4, Laurent, où on a un ABS, on a un système d'anti-blocage. Donc peut-être bien un problème de frein. Alors on va essayer de repartir, même chose, essayer d'aller chercher des points malgré tout. Mais quelle soirée pour les leaders du championnat, soirée où on va retourner la table, si on peut se permettre l'expression, dans toutes les catégories. Ouais, c'est clair que ce championnat, décidément, chaque année est disputé jusqu'à la dernière course du championnat, puisque demain, on devrait avoir encore une plus belle course avec évidemment tous les retournements sur cette course en nocturne. On s'attendait pas à ça, hein? Non, on s'attendait pas à ça. On s'attendait à une finale à suspense, ça c'est sûr. On en aura encore du suspense, hein, quoi qu'il arrive. Demain, on aura une autre course qui est prévue elle aussi sur 60 minutes. Alors on est reparti au ralenti pour Grégory Guilbert. Je pense que l'objectif de Grégory Guilbert, ça va être simplement sauver des points, de rejoindre l'arrivée et peut-être d'aller chercher quelques points. Pour l'instant, il est un peu loin quand même. Hein, il est un petit peu loin. Il est... Ouais, il est en fond. Il est hors top 10. Ouais. Hein. Ah oui, il est hors top 10 de la catégorie Pro-Am, hein, on parle bien évidemment. Donc en dehors des points. Et bien décidément, une crevaison peut-être. Ou une crevaison. Ça pourrait aussi expliquer éventuellement le blocage de roue quelque part. Mais de nouveau, l'inspecteur Guenel Gadget est en ralenti quand même. Hein, ouais, non, il y a autre chose qu'une crevaison. Il y a autre chose qu'une crevaison. L'inspecteur Guenel va nous donner ces informations d'ici quelques instants. Mais Grégory Guilbert qui coupe au cours sur la piste. Ça ne sent pas bon, évidemment, dans ces cas-là. Pour Grégory Guilbert, ça veut dire que le problème n'est pas résolu pour cet audit de l'équipe Saint-Éloque qui a, ceci dit, une très très belle avance au niveau du classement général. On ne sait jamais. Hein. Attention, Laurent, on va refaire le point. Parce que j'allais dire il pourrait quand même être champion, mais non, parce qu'en fait les trois équipages qui sont aux trois premières places, peu importe lequel gagne, restera en lice pour la couronne. Retour également de Ruben Delsart avec la Ginetta de l'équipe ABM Grand Prix dans la voie des stands, et puis la 42 également avec Guenel. Vous êtes dans la voie des stands, est-ce que vous voyez cette 42? Non, alors elle n'est pas là encore pour le moment, mais je viens d'intercepter une petite phrase de de Fabien Michel qui disait c'est l'ABS, c'est l'ABS. Donc écoutez, on va attendre d'avoir la confirmation, mais c'est en tout cas ce qu'il pense. Oui, c'est ce qui confirmerait la première impression que nous avions eue aussi, hein, en voyant cette roue avant droite bloquée au freinage du double droite du Bosset, ce qui n'est pas normal. Et forcément, quand on a des voitures, Laurent, et on le dit, on le précise quand même, hein, parce qu'on peut se dire, ces pilotes professionnels devraient être capables de rouler sans ABS. Sauf que, Laurent, quand on est avec des voitures, et on se souvient, on avait eu une sortie aussi en GT3 de Steven Palette en GT World Challenge Europe cette année à Barcelone pour la même raison, avec une panne d'ABS. Évidemment, quand c'est des voitures qui sont exploitées avec l'ABS, quand le pilote doit, comme on dit dans le milieu, taper dans l'ABS, ça veut dire qu'il va vraiment pousser au maximum sur la pédale de frein. Si l'ABS ne fonctionne pas, il est un peu surpris. Ça va être un petit peu compliqué, c'est pas le but de ces voitures de course, donc c'est sûr que si vous êtes en panne d'ABS, ça change forcément la donne au moment de freiner. On a quand même des voitures qui sont relativement, entre guillemets, proches de la série, hein, c'est un petit peu le but, hein. On contient évidemment au maximum les coûts. Et aussi, on a des gentleman drivers aussi qui sont quand même plutôt contents de rouler avec une voiture équipée d'ABS. Thomas, oui, juste pour vous dire, je ne sais pas si vous le remarquez sur les images, mais juste à l'arrière du passage de roue avant droit, il y a quand même une grosse trace de contact. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet entre le problème sur l'avant droit et ce contact, mais il y a une grosse trace de contact et en plus la carrosserie qui a été assez endommagée à cet endroit-là. Non, je confirme qu'on ne l'avait pas vu. Bien vu, merci. Ah oui, voilà qui est fait. On va le voir sur l'image. Effectivement, merci Guenel pour cette excellente précision. Effectivement, un contact et les systèmes électroniques genre ABS, c'est pas ce qu'il préfère, hein, ça on imagine. Et en attendant, Jim Pla amuse pas le terrain. Meilleur tour en course, hein, pour le pilote de la Mercedes numéro 87 qui est remonté au 9e rang au classement général. Juste devant Thomas Drouet avec cette numéro 88 qui est quand même parti en fond de grille et qui est remonté dans le top 10. Et regardez le regard de Grégory Guilbert dans l'habitacle de cet Audi. Et Grégory Guilbert, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec lui. Et je le sais, on a beaucoup parlé de la régularité de cet équipage Grégory Guilbert, Fabien Michel, hein, qui a su allier à la fois la régularité et les performances. Mais Grégory Guilbert, c'est, comme tout pilote de course, c'est un pilote qui aime la victoire, qui aime le goût du champagne de la victoire. Et cette année, on a souvent eu l'impression, en parlant avec Greg, qu'il y avait une pointe de frustration en disant oui, on marque des points, mais on n'est pas les meilleurs.
disait-il, on n'a pas beaucoup, on ne gagne pas assez, avec une certaine frustration. S'il devait être champion ce soir sans avoir pu briller lors de cette course-ci, je connais Greg, le titre n'aurait pas la même saveur pour lui et peut-être pour Fabien Michal, alors qu'il serait, au vu de la saison, amplement mérité. Hein. On ne peut pas en disconvenir. Ils ont été très très réguliers, ils ont été là tout le temps. Alors certes, ils ont une victoire, alors que Nicolas Gomard et Mike Parisi en ont 3 dans la catégorie Pro. Mais bon, d'un autre côté, ils ont commis aucune erreur. La voiture avait jusqu'à aujourd'hui été extrêmement fiable. En attendant, Laurent, ce qui est intéressant pour nous qui sommes spectateurs neutres, et là je rappelle bien et on précise bien, nous sommes évidemment 100% neutres, hein, peu importe qui est champion, mais ça veut dire que le suspense va perdurer jusqu'à demain, parce que l'Audi numéro 42 ne va pas coiffer la couronne aujourd'hui, en tout cas ses pilotes, Grégory Guilbert et Fabien Michal, et donc on devrait garder du suspense dans les 3 catégories jusqu'à la course de demain, et sincèrement, en ce qui nous concerne, en amateur de sport, on ne va pas s'en plaindre. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt ce qu'on attend, hein, que tout se joue dans les dernières minutes. Et là, il reste 11 minutes. 29 tours couverts par Olivier Panis. Et César Gazo sur l'autre Toyota, lui est en tête du AM pour l'instant. Donc c'est plutôt le carton plein pour le moment pour le team CMR et ces 2 Toyota GR Supra GT4. Oui, et tout va dépendre du résultat évidemment de l'Audi numéro 5 d'un Christophe Amon qui doit simplement tourner pour l'instant, essayer d'être dans les 75%, mais là on va faire les calculs au nombre de tours. Ça va se jouer, Laurent, à vraiment pas grand chose pour être dedans ou pas dedans. Vous êtes d'accord avec moi sur cette règle des 75%? On est d'accord, hein, 75% pour être classé. C'est ce que l'on a en tête tous les deux, et donc l'essentiel pour eux c'est d'aller chercher quelques points malgré tout. Là on voit Jim Plat. Andrea Benezet. Non, c'est pas Andrea Benezet, c'est Grégoire de Moustier, je pense. C'est la 35. Oui, Grégoire de Moustier, oui, et Andrea Benezet est juste devant lui. Oui, je pense que c'est Grégoire de Moustier. Notre ami Jim Plat qui était en pleine remontée. Optimiste. À mon avis, Laurent, ça ne va pas rester comme ça. Parce qu'il venait vraiment de trop loin. Jim, sur ce coup-là, dans sa remontée au virage du pont, il a tenté de faire l'intérieur à Grégoire de Moustier qui était sur sa trajectoire. Il est venu percuter l'Alpine de l'équipe Bodemer Auto. On en plaisantait avec Jean-Luc Boblic ce matin à ce sujet parce qu'il disait, nous cette année, soit on gagne, soit ça ne marche pas. Ils ont gagné 3 fois. Ils pourraient d'ailleurs être les meilleurs performeurs du championnat dans la catégorie Pro-Am, Jean-Luc Boblic et Jim Plat. 3 victoires donc, mais nous disait Jean-Luc, quand on ne gagne pas, en général, on n'est même pas monté une seule fois sur le podium si ce n'était pas sur la plus haute marche. Et malheureusement, je crains que cette fin de course ne soit un peu compliquée pour Jim Plat qui était revenu 4e de la catégorie Pro-Am. Et pendant cela, Benjamin Larich est en train de revenir sur Olivier Panis. 9 secondes d'écart entre l'ex-pilote de Formule 1, vainqueur bien sûr de Grand Prix de Monaco 1996, hein, et qui, depuis Pierre Gasly, n'est plus le dernier vainqueur français en date. Et on sait que ça lui fait particulièrement plaisir. Il est toujours en tête, Olivier Panis, 9 secondes d'avance sur Benjamin Larich. Et nous, on va retrouver dans la voie des stands Guénel Longy avec l'un des protagonistes de la catégorie Pro. Et oui, ils sont 3e pour le moment, Nicolas Gomard avec Mike Parisi. Nico, il y a eu des fortunes diverses pour AGS depuis le début de la course. Évidemment, il y a eu le gros crash de Théo qui nous a fait vraiment peur. Et puis j'imagine à vous aussi. Et j'imagine que vous attendez aussi la voiture pour savoir un peu de quoi il en retourne. Mais là, il y a aussi un gros rebondissement qui peut vous être favorable, en tout cas qui va peut-être repousser la décision du titre à demain et qui vous laisse encore une chance de plus de peut-être aller chercher ce titre en Pro-Am. Ouais, dans l'absolu, les problèmes techniques font partie de la course, on ne le sait que trop bien puisqu'on l'a eu 3 fois cette année. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite à nos concurrents de chez Saint-Éloque. Maintenant, voilà, ça fait partie de la course. C'est dommage pour eux, je pense que demain ils vont se refaire. Ça rajoute un petit peu de suspense. Bon, c'est le sport mécanique, c'est comme ça, c'est toujours... que ce soit mes voitures ou que ce ne soit pas mes voitures, ça me fait toujours un petit peu de peine de voir des voitures qui sont dans les pit lanes quand elles sont abîmées. Voilà, concernant Théo, de mon point de vue, je suis juste derrière. Je crois, mais je ne suis pas certain qu'effectivement il y a un impact avec la BMW. Ça l'envoie dans le mur. Bon, ça aussi c'est la course, on le sait que ce premier virage sur le 3.8 au Ricard est très sensible. Maintenant, concernant nous, notre course, difficile de... Quand les Alpines ont le plein, ça va à peu près. En début de course, on arrive à peu près à tenir le rythme. Maintenant que le réservoir se vide, Mike est en difficulté. Là, il nous le dit à la radio, il essaye de suivre le rythme, mais manifestement ça fonctionne mal là, sur la fin du relais. On va essayer d'arriver à l'arrivée et puis on va donner toutes les forces dans la bataille de demain, quoi.
Merci, Voilà. merci Nico, croisez les doigts pour vous, merci. Merci Guenel, merci à Nicolas Gomard. Et une 3e place pour Nicolas Gomard et Mike Parisi dans la catégorie Pro-Am signifierait pour eux la fin de la course au titre de champion dans cette catégorie, puisqu'ils ne pourraient pas rester en lice pour la couronne. Seuls les vainqueurs de la catégorie Pro-Am, dans les 3 équipages qui sont aux 3 premières places pour l'instant et qui sont groupés en quelques points seulement, pourraient rester en lice pour le titre. Là on voit c'est qui, c'est Olivier Panis qui... chaud, oui, bien, c'est avec Olivier. c'est Jean-Laurent Navarro, c'est la numéro 6, celle de Jean-Laurent Navarro et de Mickaël Blanchemin. Et c'est Mickaël Blanchemin qui est actuellement au volant. Et toujours 7 secondes 9 d'avance pour Olivier Panis sur la Toyota numéro 30 sur Benjamin Lariche, le pilote de l'Alpine du team CMR, du team Speedcar, pardon. Hop, on va y arriver. Et la 3e position pour Fabien Laverne sur la Mercedes du team CD Sport. On est 2 secondes 5 pour Fabien Laverne derrière Benjamin Lariche. En Pro-Am, on a toujours la tête pour l'Alpine du team Mirage de Vincent Beltoise devant Nicolas Prost et Mike Parisi. Ce qui veut dire que Vincent Beltoise et Rodolphe Algren pourraient réaliser la bonne opération. Ils avaient 1 point de retard sur Nicolas Gomard, Mike Parisi et 1 point de retard sur Christopher Campbell et Nicolas Prost. Et donc ils reprendraient non seulement la 2e place au championnat, Vincent Beltoise et Rodolphe Algren. Avec cette 2e victoire, ils reprendraient la 2e place et ils resteraient les derniers rivaux de Grégory Gilbert et de Fabien Michal avant la finale de demain. Et la Mercedes numéro 88 de Thomas Drouet et Paul Petit est remontée dans le top 10. Et 5e en silver. Alors Olivier Panis étant transparent au niveau du championnat, ce serait Benjamin Lariche et Robert Consani qui marqueraient le maximum de points ici. Alors on va revoir l'incident Laurent avec Jim Plat et Grégoire de Moustier dans le dernier virage ici. Grégoire de Moustier qui est à l'intérieur, Jim Plat qui plonge ici et qui vient toucher Grégoire de Moustier et Laurent, la direction de course et les commissaires sportifs ont tranché. Oui, ils n'ont pas mis longtemps à prendre une décision du côté des officiels, puisqu'on a pénalisé cette Mercedes numéro 87 d'un drive-thru, donc il va falloir que Jim Plat repasse par la voie des stands. Merci à la réalisation d'avoir retrouvé cet instant. Vu comme ça, Laurent, ça paraît assez logique. On s'en doutait un peu d'ailleurs, puisque Jim Plat est derrière, c'est lui l'attaquant et il vient percuter l'Alpine sur l'arrière droit de la voiture. Bon, il pourra toujours dire que Grégoire de Moustier a fermé la porte, mais quelque part, quand on est dans la bagarre, ce n'est pas anormal d'avoir le pilote qui est devant, qui essaye évidemment de fermer les portes. Donc je pense que les officiels en plus ont pris la décision assez vite. Donc si on prend la décision assez vite, ou alors que du côté de la Mercedes du team Jouffroy by Victim. Ouais, c'est l'abandon. Terminé. Décidément, on voit que la voiture est sérieusement abîmée sur le côté. On n'a pas eu beaucoup de réussite pour cette voiture. Et cette voiture, vous vous souvenez, on avait eu un incident avec la voiture Full Motorsport de Pascal Hutto en début de course. Et Guenel Longy nous l'avait dit d'ailleurs au micro. Il y avait notamment la Mercedes numéro 64 d'Éric Trémoulet, mais surtout à ce moment-là d'Olivier Jouffret, puisque c'était Olivier qui était aux commandes. Et puisque l'on parle du loup, ou en tout cas de la louve dans ce cas-ci, on va retrouver notre inspecteur Guenel, cette fois qui est avec Aurélien Panis. Guenel. Oui, alors il n'y a pas d'enquête à mener là. Alors, non, là c'est clair, net et précis. Mais on est à 3 minutes 30 de l'arrivée et je vois Aurélien qui scrute les écrans parce qu'il a presque du mal à y croire. Aurélien, quel beau boulot. Alors de votre part, évidemment, au volant, vous avez tenu votre place finalement et puis papa fait le reste du boulot. Ouais, écoute, super heureux du début de course. Jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. Voilà, la voiture était juste superbe à conduire. On a beaucoup progressé avec cette voiture, avec tout le team CMR et Toyota France, donc je suis super heureux. Et là maintenant, je croise les doigts, il doit rester 3 tours peut-être. Il fait un super boulot là, le papa, pour son retour après 5 ans sans avoir roulé, c'est plutôt pas mal. Vous savez ce qu'on dit, Aurélien, on dit souvent il vaut mieux faire les exploits en fin de saison parce que c'est de cela qu'on se rappelle pour la saison suivante. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ouais, écoute, il reste encore 2 minutes 50, ça va être très très long. Mais non, super heureux de finir comme ça. C'était une nouvelle voiture cette année, la Toyota, et on a bien progressé. Et ça serait super de finir avec ce beau résultat. Et bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Aurélien. Merci. Merci beaucoup, effectivement Aurélien Panis. Ce serait fantastique, un succès d'Olivier et Aurélien Panis. L'histoire serait belle, évidemment. On s'était déjà dit, lorsque l'équipage a été annoncé, on s'était dit, chouette histoire, avoir un fils et son père qui gagnent en GT4. Est-ce que c'est déjà arrivé, Laurent ?
Et ça peut peut-être lui donner des idées pour l'avenir. Ah, pourquoi pas. Ouais, et si on avait Olivier Panis sur toute la saison, pourquoi pas hein, Olivier qui a 54 ans, mais qui démontre, au cas où vous en auriez encore douté, que décidément c'est comme le vélo. Alors certes, peut-être qu'avec l'âge on est un tout petit peu moins affûté, mais en tout cas on ne peut pas dire qu'il ne voit pas la nuit quand on voit le relais qu'il est en train de mener Olivier Panis, parce que même par rapport à Benjamin Lariche qui est juste derrière lui, il a toujours 6 secondes d'avance, et il en avait quoi? Il en avait une bonne dizaine, hein, je pense, juste après le pit stop. Et là on est dans des chronos similaires, 1:33.3 pour Olivier Panis, 1:33.1 pour Benjamin Lariche sur l'Alpine. On a ensuite 2 autres Alpines avec Vincent Beltoise et Rodolphe Walgren qui sont leaders de la catégorie Pro-Am. Mais attention, parce que Nicolas Prost est juste derrière Vincent Beltoise, et il y a non seulement une victoire en Pro-Am qui est en jeu entre ces deux-là, mais il y a aussi la possibilité de rester deuxième du championnat, enfin de passer deuxième du championnat. Et c'est qui ça? C'est la numéro 2. C'est la numéro 2. C'est celle de Fabien Lavergne. Et le championnat qui rebondit encore dans cette Silver Cup. Fabien Lavergne qui était en 3e position et qui allait marquer des points de la 2e place, hein, puisque les panistes sont transparents au championnat. On rappelle que quand un équipage est recomposé pour le dernier meeting de la saison, eh bien on ne peut pas marquer de points au championnat. C'est un point du règlement, et donc ils allaient marquer les points de la 2e place. Ils allaient reprendre la tête, Fabien Lavergne et Édouard Copé. Et là on a vu une roue à l'arrière gauche endommagée. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour... Et c'est en pleine ligne droite. C'est en pleine ligne droite. Et vous vous souvenez, il y avait eu un contact évidemment au début de course. Hein. On vous a beaucoup parlé du pare-choc arrière qui était abîmé à l'arrière gauche. Et là, la suspension, ou en tout cas un élément des trains roulants qui lâche. C'est sans appel. Et Laurent, incroyable retournement de situation encore dans cette Silver Cup. C'est pas possible, mais quelle soirée! Donc non seulement ce n'était pas la soirée des leaders du championnat, mais même quand vous étiez leader du championnat virtuel, vous êtes pénalisé derrière. En tout cas, vous avez un incident, et ça va nous laisser le plein suspense bien sûr pour demain aussi. Mais c'est finalement l'équipage de la BMW, Ricardo Van der Ren et Benjamin Lessen, qui vont réaliser la meilleure opération dans l'optique du titre. On est dans le dernier tour. Alors ce qui serait intéressant, Laurent, on va avoir combien de tours du côté des leaders? On va être à 37 tours. Et je pense malheureusement que pour Christophe Hamon et Thomas aussi, et Pascal Hutto, ce ne sera pas suffisant. Ouais, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier la belle prestation de l'Alpine CMR numéro 60 avec Andrea Benezet et Paul Évrard, qui pourrait marquer du coup les points de la 2e place en silver. Ouais. Ce qui serait effectivement leur meilleur résultat depuis le début de la saison. Un équipage avec 2 jeunes pilotes qui ont osé affronter les stars de la catégorie Silver, si l'on peut dire, et qui pourraient s'offrir un premier podium cette saison. Et l'autre pilote aussi qui est très en verve, c'est Adrien Tambay, meilleur tour en course, un pilote de l'Audi Saint-Éloque. Poleman pour la course 2 d'ailleurs. Exactement, avec le meilleur tour pour Adrien en 1:31.906. Histoire de prouver que sa pole position pour la course 2 ne devait rien au hasard. 1:31.9, on n'est pas très loin des chronos de qualif, puisqu'on était en 1:31.5 lors des essais qualificatifs. Et en attendant, regardez Olivier Panis qui s'impose en compagnie d'Aurélien Panis. Première victoire d'une Toyota au niveau du classement général et dans la Silver Cup. Et avec un Panis, avec 2 Panis. Et avec 2 Panis plutôt qu'un. 2 Panis, effectivement. Et Olivier qui a su gérer cette avance. Il avait un peu plus de 10 secondes, 13 secondes. Il finit avec 5 secondes d'avance, donc il a tout contrôlé. Olivier, tranquille, bon métronome. Et il n'avait pas eu l'occasion, on en a parlé avec lui hier. On lui disait, tiens, est-ce que tu as quand même pu prendre le volant de la voiture, rouler un peu avec la voiture avant? Et ça n'avait pas été possible du tout. Donc ses premiers tours de roue, c'était hier en essai libre. Ouais, et je pense aussi qu'il faut souligner aussi Julien Piguet, qui roulait habituellement dans cette voiture, alors qu'on retrouve la numéro 6. Qui est celle de Michael Blanchemin, qui a été aidé par une Mercedes Célestin. Il faut aussi saluer Julien Piguet qui a laissé son baquet à Olivier Panis, et qui je pense doit être très, très satisfait du coup de la victoire de cette Toyota. Et il y a eu un incident entre les voitures 2 et 222, donc la voiture de Fabien Lavergne et la voiture de Vincent Beltoise au niveau du virage 14. Le virage 14, c'est le virage du lac, donc c'est l'avant-dernier virage, le long gauche avant le virage du pont. Il y aurait eu un contact. Alors est-ce que le problème de train roulant ne vient pas de là aussi? Ouais, sachant que Vincent Beltoise, lui, gagne le Pro-Am. Oui, nouvelle victoire pour Vincent Beltoise et Rodolphe Walgren qui avait été champion AM il y a 2 ans.
Et on a bien la victoire, un doublé Toyota, puisque Toyota s'impose aussi dans la classe AM avec César Gazo et Wilfried Casalbon. Et c'est le circuit Paul Ricard qui sourit bien au Mirage Racing. Alors je ne sais pas si parce qu'il y a l'aéroport juste à côté, mais c'est leur 3e victoire déjà. Ici, ils avaient gagné la finale lors de la finale l'an dernier. Ils ont gagné au mois d'octobre, début octobre. Et là on revoit, regardez, oui effectivement, on revoit la Mercedes numéro 2 de Fabien Laverne. Donc il y avait eu un contact avant le problème que l'on a vu dans la ligne droite un peu plus tard. Et est-ce qu'ils vont être classés? Oui, ils vont être classés. De toute façon, ils vont être classés juste derrière Benjamin Lessen et Ricardo Van der Ende. Ça veut dire, dans la Silver Cup, hein, bien sûr, ça veut dire que l'écart ne va pas beaucoup évoluer. Alors on va refaire les comptes dans la foulée. On a Benjamin Lariche et Robert Consani qui vont marquer le maximum de points, eux, dans l'optique du championnat. Ils finissent 5e du coup en Silver, Fabien Laverne et Edouard Coopé. Ils marquent les points de la 5e place du moins. Oui, et l'absence, ou le fait que les panistes ne marquent pas le plus de points, évidemment, va nous changer tout. Alors, on va vite faire un petit calcul quand même dans cette Silver Cup, parce que c'est là où c'est le plus indécis. On avait Robert Consani et Benjamin Lariche qui avaient 148 points. Ils vont en ajouter 25, puisque les panistes ne marquent pas, on vous l'a dit. Ce qui va donc leur donner 173 points pour Robert Consani et Benjamin Lariche. On va avoir, vous avez dit, Laurent, allez, dites-moi, la numéro 17 qui terminerait 4e. Dans ce cas-là, ça ferait 12 points et vous rajoutez pour la numéro 17 qui se retrouverait dès lors avec 188 points. Et vous rajoutez les points de la 3e place pour la numéro 88 de Paul Potier et Thomas Drouet. Ouais, et pour la 2, un petit peu plus loin, la 2 va terminer 5e, c'est ça, donc va marquer 10 points. Et donc va se retrouver avec 181 et on va retrouver en 15 points effectivement. Alors Thomas Drouet et Paul Petit vont être un peu plus loin, mais on va retrouver en 15 points les 3 premiers de la catégorie Silver. Voilà qui relance le championnat aussi dans cette Silver Cup. En Pro-Am, on l'a vu malheureusement, l'abandon de Grégory Gilbert et de Fabien Michel. Est-ce qu'ils vont marquer suffisamment de points? Oui, pour être classés, mais ils sont en dehors du top 10. Donc ça ne sera pas de points, tout simplement. Et en AM, la numéro 5 qui n'aura pas marqué suffisamment de points, la voiture de Christophe Hamon et de Pascal Hutto qui était resté longtemps bloqué dans son box suite à un contact notamment avec Olivier Jouffret et puis une pagaille dont nous parlait Guénel Longy lorsqu'elle avait eu Pascal Hutto au micro. Et bien retournement de situation complet et la victoire de la Toyota de César Gazo et de Wilfried Casalbon fait passer la Toyota leader du championnat AM et c'est une Toyota qui gagne au classement général avec Olivier Panis et Aurélien Panis qui vont monter sur le toit de cette GR Supra GT4. On a Loïc David qui est ex-ingénieur d'Olivier Panis en Formule 1 si je ne me trompe pas d'ailleurs à l'époque Toyota, et on a Guénel Longy qui est là, on vient d'apercevoir le visage de Guénel. On va poser la question sur le toit. Allez-y, eh bien, montez sur le toit avec eux. Allez-y, sur le toit. Olivier, bravo, super boulot d'équipe, vraiment en famille. On savait que vous réussissez de rouler avec votre fils. Il y a eu la confirmation encore aujourd'hui. Écoute, c'est tellement un plaisir de pouvoir partager ça avec son fils, grâce à Julien Piguet, bien sûr, et toute l'équipe CMR et Toyota France. Donc pour moi, c'est encore beaucoup d'émotions après le Stade de France en Andros. Donc je crois que je vais être obligé de rouler un peu avec lui si je veux gagner des courses. Mais honnêtement, merci à toute l'équipe CMR. Je crois que c'est important parce que c'est une très bonne voiture et pour la suite, voilà, c'est encourageant. Merci beaucoup Olivier, bravo à vous deux. Merci beaucoup Olivier Panis, merci à vous Guénel et chapeau en tout cas Olivier Panis, quel retour, lui qui avait aidé en 2009 Éric Debar à être champion, mais comme il avait dû manquer un rendez-vous, Olivier qui roulait à l'époque si je ne me trompe pas avec le team Oreca en endurance, Laurent, il avait dû manquer un des rendez-vous du championnat de France et il n'avait pas été champion de France en 2009 de manière un peu triste parce qu'il avait simplement manqué un meeting. Il avait été vice-champion aussi je pense en 2012 si ma mémoire est bonne. En attendant on va retrouver Benjamin Lariche et Robert Consani avec Guénel Longy parce que eux se relancent au championnat. Alors Guénel, je vous donne une info qui va vous intéresser et qui va les intéresser. 15 points, c'est l'écart qui les sépare des leaders du championnat en Silver Cup. Eh bien écoutez, je pense qu'ils vont être ravis de l'apprendre. Vous avez entendu messieurs, 15 points. Ouais, 15 points. Après, avec le barème, ça va être un peu compliqué. S'il n'y a pas un abandon on a regardé la même course. Enfin, vous ne l'avez pas regardé, vous étiez dedans. Mais quand Robert l'a regardé, quand on voit ce qui s'est passé,
S'il n'y a pas d'abandon, là, tous vos adversaires ont quand même connu une course difficile. Non. Sauf que ça fait 3 fois d'affilée qu'on perd ici, donc on sait comment ça se passe vraiment pas. Mais pourquoi vous êtes défaitiste comme ça? On est pas défaitiste, le Castellet nous aime pas. Non, mais Vous dites ça alors que vous faites la meilleure opération du jour. C'est l'exception qui confirme la règle, on espère. Moi j'aime encore votre optimisme. Non, mais c'est bien, on a fait vraiment une belle course. Robert a fait un beau premier relais, sans erreur. Il a réussi à creuser l'écart avec les Silver qui étaient derrière nous. La voiture, la Toyota, était loin devant par contre. Puis j'ai repris le volant avec 4-5 secondes d'avance à peu près. Et bon, j'ai géré l'avance en fait. Quand il fallait pousser, j'ai repoussé. Et je suis très content de gagner. On est sur une bonne série entre Albi et ici. On espère finir. Je pense qu'on a un bon rythme en course. Je suis vraiment content de la balance de la voiture. Donc j'espère que demain on va finir pour une fois que ça va nous réussir. Quoi. Et ben voilà, on y croit pour demain. On y croit, Robert. À demain. Merci Guenel, quel optimisme, vous avez raison. C'est peut-être une manière de conjurer le mauvais sort finalement du côté de Robert Consani, dire ça n'ira pas. Et finalement si ça pouvait fonctionner pour le pilote d'Aix-en-Provence et son équipier Benjamin Lariche, pourquoi pas, bien sûr. Allez, retour également vers un autre équipage qui reste en lice pour le titre en programme. C'était assez inattendu, on doit bien le dire, en s'imposant avec de nouveau une victoire ici pour Vincent Beltoise avec Rodolphe Walgren. Oui, alors eux, ils vont pas nous dire que le Castellet ne réussit pas parce qu'ils ont gagné la dernière fois qu'ils sont venus. Donc vous pouvez pas nous dire le contraire. Le Castellet vous réussit bien, messieurs. Et vous vous relancez dans la course au titre après les problèmes de vos adversaires. Ouais, je savais pas lesquels qui ont eu des problèmes. Ah bah oui, vous étiez au volant, mon pauvre Vincent, vous pouvez pas tout faire. On vous a pas installé de télé encore Non, pas encore. J'ai dit un peu tout voilà, à régler. Du côté de Saint-Éloque, ça s'est pas passé exactement comme il le souhaitait. Non, après, objectivement, c'était pas l'objectif du jour parce qu'il y avait trop de points d'écart. Nous, on veut sécuriser le podium final. Et ça passait par une victoire aujourd'hui et on a vraiment fait un très beau travail. Rodolphe sur son relais et moi je suis très content parce que j'avais une pression continue, que ça soit des Silver qui jouent le scratch et de Nico qui est drôlement rapide depuis quelques meetings. Pour vous, Rodolphe, vous avez vu ce qui s'est passé pour vos adversaires. J'imagine que ça a aussi changé un peu votre vision de la fin de course. Oui, ça m'attriste quand même parce que je trouve que Fabien et Greg sont des très bons pilotes. Alors, c'est pas mérité. Maintenant, bon, on est très satisfait de cette victoire. Malheureusement, le dernier meeting au Castellet, on s'est quand même fait percuter 2 fois. Donc, on a gagné, mais on a abandonné. Enfin, on s'est fait percuter 2 fois. Et là, on gagne, donc c'est une belle victoire, on est content. Et puis ça met un peu de suspense pour finir demain. Eh ben, écoutez, nous on aime ça le suspense et on espère qu'il durera jusqu'au bout. Merci messieurs, bonne soirée. Merci Guenel, merci à Rodolphe Walgren, merci à Vincent Beltoise. Ils reviennent à 23 points de Grégory Guilbert et de Fabien Michal. Vous le voyez d'ailleurs sur le classement 168. Le premier 0 de la saison pour Fabien Michal et Grégory Guilbert suite à ce problème d'ABS. Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise reviennent à 23 points. Ils sont toujours en lice pour le titre, mais surtout de manière plus réaliste pour la médaille d'argent au championnat, puisqu'il faudrait un nouveau 0 demain pour Fabien Michal et Grégory Guilbert pour qu'ils aillent coiffer la couronne. Christopher Campbell et Nicolas Prost sont en 3e position après avoir terminé 2e ici. Ils ont 6 points de retard. Et puis Mike Parisier et Nicolas Gomard qui glissent au 4e rang, mais qui n'ont que 9 points de retard sur la 2e place. Tout reste possible. Donc Jim Plage, Jean-Luc Boblik sont plus loin, eux, au niveau du championnat. Dans le championnat Silver, Benjamin Lessen et Ricardo Van der Ren finalement sont en tête, mais l'écart est de 7 points avec Édouard Copé et Fabien Lavergne. Ça veut dire que demain, Laurent, 7 points d'écart, c'est l'écart qu'il y a entre une première et une 2e place. Si jamais Benjamin Lessen et Ricardo Van der Ren terminent 2e et que l'équipage de la Mercedes gagne, ce serait Benjamin Lessen et Ricardo Van der Ren champions au nombre de victoires. Vu la course à laquelle on a assisté aujourd'hui, on va pas faire de pronostics. Et puis on a Benjamin Lariche et Robert Consani qui, malgré leur pessimisme au micro de Guenel Longy il y a quelques instants, reviennent à 15 points de Benjamin Lessen et de Ricardo Van der Ren. Et donc en cas de victoire de Benjamin Lariche et Robert Consani, ou en tout cas du maximum de points marqués, ça veut dire que Lessen et Van der Ren devraient au moins terminer dans le top 5 pour être champion. Voilà qui va relancer totalement les débats. Et puis en ham, César Gazo et Wilfried Casalbon, on l'a dit, reprennent la tête. 7 points devant Christophe Hamon et Pascal Hutto, qui enregistrent un 0 pointé malheureusement aujourd'hui suite à ce contact en début de course et le fait qu'ils ne soient pas classés. Erwan Bassar et Sylvain Karov, qui ont une course assez difficile, sont avec 157 points. Ils sont 15 points derrière César Gazo et Wilfried Casalbon. Donc là aussi, on a les 3 premiers équipages groupés en 15 points. Laurent Mercier, c'est le scénario de rêve, ça, quelque part, puisqu'on a 3 championnats et on va attribuer tous les titres demain lors de la grande finale. Ouais, et puis quand on voit en plus le nombre de rebondissements qu'on a eu sur cette course,
On est impatient d'être à demain. On sait que le Paul Ricard, à chaque fois qu'on a eu les finales ici, hein, c'est le cas chaque année, on a toujours eu le droit à des belles courses, on a toujours eu le droit à des rebondissements et on ne doute pas une seconde que demain, il va en être de même. Oui, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'était dit notamment, ça va être du pain béni pour Grégory Gilbert et Fabien Michal. Ils ont toujours terminé dans le top 5. Une 8e place leur suffit pour être champion. Et puis on a vu ces problèmes techniques. C'est la première fois, ceci dit, qu'ils sont trahis par le Audi R8 LMS numéro 42 de l'équipe Saint-Éloque. Et vous voyez les trophées là, qui attendent les pilotes dans quelques instants pour ce championnat de France FFSA GT, que l'on appelle aussi le GT4 France, qui est, on l'a dit avec Laurent Mercier, et on l'affirme et on le confirme, le championnat GT4 aujourd'hui le plus relevé au monde. On le voit clairement, notamment quand on a les pilotes du championnat de France qui, comme ça a été le cas la semaine dernière, vont rouler dans d'autres championnats et notamment en Europe. On a vu Jean-Luc Boblic et Jim Pla remporter 2 victoires de la catégorie Pro-Am la semaine dernière ici. Donc on a un championnat qui est vraiment sans conteste le championnat national le plus relevé et qui est je pense le championnat GT4 tout simplement le plus relevé pour l'instant. Et puis voici le podium de la catégorie Silver. On commence par là avec le premier podium d'Andrea Benezet. Ça fait plaisir aussi, Laurent. Ouais, c'est bien, et Paul Évrard aussi. Cool, c'est 2 jeunes pilotes qui font confiance à cette catégorie GT4. Paul Évrard, on l'avait vu à temps partiel l'année passée. Et là, on le voit cette année sur un programme complet, le protégé de Patrice Gouellard. Deuxième place, Benjamin Lariche et Robert Consani que nous avions au micro de Guenel il y a quelques instants. Et puis la victoire, quel scénario de rêve pour les Panis avec Aurélien Panis qui a signé sa première pole position dans le championnat de France FFSA GT ce matin, qui a mené le début de course, qui a creusé l'écart. Et puis Olivier Panis qui en fin de course a su gérer l'avantage d'une grosse douzaine de secondes qu'il avait. Voilà qui mérite bien une Marseillaise pour le Toyota Gazoo Racing France by CMR. Chapeau, messieurs. Vous avez remarqué les masques aussi, les masques FFSA GT avec le classement des pilotes dessus. C'est pas mal aussi ça. Très joli. Premier, deuxième, troisième. Très joli, effectivement. Bonne inspiration. On reconnaît bien là le souci du détail traditionnel chez SRO. Et attention, demain ça va être un peu plus compliqué pour Olivier Panis et Aurélien, parce qu'Olivier a connu un petit souci, je pense, des essais qualificatifs avec un 20e chrono pour Olivier. Rien ne fait peur Olivier Panis. Qui va partir 20e. Ceci dit, on avait les 20 premiers dans la même seconde. Donc effectivement, est-ce qu'on peut remonter? Et on a même un masque Endurance Info que je viens d'apercevoir ici, mon cher Laurent. Ah oui. Voilà. Parmi on rappelle que Laurent Mercier est bien sûr le rédacteur en chef d'Endurance Info, par ailleurs partenaire média de ce championnat de France FFSA GT, et puis surtout c'est le meilleur consultant du monde. Oula. En tout cas en ce qui nous concerne. Là vous en faites trop. Non, mais voilà. J'ai une faveur à vous demander, mais je ne vous l'ai pas encore dit. On discutera de ça en rentrée. Le podium de la catégorie Pro-Am. Mike Parisi, Nicolas Gomard, 3e en Pro-Am et toujours en lice pour la médaille d'argent. Christopher Campbell et Nicolas Prost, 2e. Ça s'est joué à rien du tout, la victoire dans la catégorie Pro-Am. 156 millième. Comme le disait Vincent Beltois, j'ai dû résister au retour d'un Nico qui est très en verve en cette fin de saison. Et on le confirme, Nicolas Prost qui est vraiment monté en puissance tout au long de cette année avec l'Alpine et avec CMR. Et puis la victoire, la 3e ici sur le Paul Ricard pour l'équipe Mirage, qui est donc plus à Mach 1 mais qui est à Mach 3 maintenant ici sur le Castellet. Et de nouveau la Marseillaise. On a aperçu aussi le propriétaire de cette équipe Mirage Racing qui monte, c'est Frédéric de Brabant. Exactement, Frédéric de Brabant qui pilote aussi ce week-end ici même en midget.
et cette équipe Mirage qui vient du Midget, qui a découvert le championnat de France FFS AGT l'an dernier. Ils étaient montés en puissance, on se souvient d'un podium à Pau, notamment Vincent Beltoise qui faisait équipe avec Benoît Lison. Et puis il y avait eu cette victoire ici lors de la finale il y a, j'allais dire il y a un an, c'est pas tout à fait juste, il y a un peu plus d'un an, parce qu'on a terminé la saison. On a tout changé. Hein. Voilà, elle est un peu bousculée, mais c'était la finale au Paul Ricard et il y avait eu ce podium effectivement. Alors on va avoir là le podium de la catégorie AM. C'est quoi ça? Non, pardon. On avait le podium général tout à l'heure. Et voici Andrea Benezet, autant pour moi. Voici Andrea Benezet et Paul Évrard. Retour de Robert Consani et Benjamin Lariche. Cette fois, c'est le podium de la Silver Cup. Laurent, vous auriez pu me rattraper quand même. Vous n'aviez pas vu que je m'étais trompé? Vous n'avez pas mis longtemps à vous rattraper, j'ai même pas eu besoin de vous le dire. On retrouve Aurélien et Olivier Panis. Du coup, qui en plus de remporter le général, remporte la catégorie Silver. Et cette fois, c'est bel et bien le podium de Paul Évrard et d'Andrea Benezet. Toutes nos excuses donc pour ce premier podium qui était celui du classement général. Et Charlie Bourrachot, le patron de CMR. Voilà, et on entendait Guénel effectivement qui soulignait la première victoire de cette Toyota GR Supra GT4 en Silver Cup et au classement général. Laurent, on vient d'avoir un message sur nos écrans, on en parle? Non, mais le message est apparu il y a quand même un petit bout de temps, parce qu'il est apparu avant l'arrivée de la course, hein, mais on vous rappelle que le contact entre la numéro 2 de Fabien Lavergne, la Mercedes du team CD Sport, et l'Alpine du team Mirage, la numéro 222 de Vincent Beltoise, est toujours sous investigation. Oui, il n'en a pas parlé ça, Vincent Beltoise, à l'interview avec Guénel Longy. Donc effectivement, peut-être que la victoire pourrait encore changer de camp si pénalité il devait y avoir après l'analyse des images en détail. Didier Dumaine, Christophe Carrière, l'Aston Martin AGS Events numéro 161 qui termine 3e de la catégorie AM. 2e place pour la Ginetta ANS Motorsport, l'équipe de Nicolas Schatz, c'est la 72 d'Erwan Bastard et de Sylvain Caroff. Et puis victoire Toyota aussi dans la catégorie AM avec Wilfried Casalbon et César Gazo. Ce n'est pas leur première victoire, hein, par contre, dans cette catégorie AM, puisqu'ils s'étaient déjà imposés à 3 reprises. Et bien c'est un 4e succès pour César Gazo et Wilfried Casalbon. Et cette course-là et cette victoire fait leurs affaires au championnat. Hein. Ça fait tellement leur affaire que c'est eux qui prennent la tête du championnat AM. Ce qui est inimaginable, évidemment, le scénario. On avait un Christophe Hamon vraiment très très stressé. Malheureusement pour lui, eh bien, ses craintes se sont confirmées. Parfois, il faut se demander si... Bon, on ne doit pas changer l'approche, alors c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Hein. Christophe qui avait envie de bien faire, et puis là il y a eu ce contact en début de course pour son équipier Pascal Hutto. Alors on va voir les polemen aussi qui vont recevoir les montres Certina, partenaire horloger du championnat de France FFS AGT. Elles sont superbes d'ailleurs ces montres. Vous en voulez une pour Noël? On peut? Ah, c'était ça que je voulais vous demander, comment vous aviez deviné. Ah, merci. J'en offre une pour Noël. Merci, j'attends toujours votre cadeau de Noël d'ailleurs mon cher Laurent. Vous m'en aviez promis la semaine dernière, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai, nous sommes que le 21 novembre. Hein. Ah d'accord, c'est pour ça. La pole pour Aurélien Panis, la première en Silver Cup. La première pole aussi de Wilfried Casalbon dans la catégorie AM Cup. Et puis on a une pole également pour, et c'est la 3e celle-là, de Christopher Campbell dans la catégorie Pro-Am. Voilà les polemen de ce championnat de France FFSA AGT ici sur le circuit Paul Ricard. Alors si vous n'avez pas tout suivi de cette épreuve, eh bien restez bien avec nous parce que dans quelques instants, on va vous proposer les meilleurs moments d'une course qui a été incroyablement animée. On revoit cela tous ensemble. Merci Laurent, merci en tout cas d'avoir été avec nous.
le départ d'une course en nocturne pour la finale du championnat de France FFS AGT ici sur le circuit Paul Ricard. Et d'emblée un incident avec Théo Nouet qui percute le mur avant même le premier virage. L'Aston Martin des champions d'Europe GT4 dans la Silver Cup, Théo Nouet et Valentin Sclot qui est fortement endommagé. La course est neutralisée bien évidemment. Safety car, c'est Aurélien Panis qui avait signé la pole position et c'est donc lui qui redonne le rythme au moment de la relance. Et puis on a dès le début de course un Ricardo Van der Ende très en verve sur la BMW de l'espace. Bienvenue Ricardo Van der Ende qui remonte. On rappelle que le leader du championnat en Silver Cup doit essayer de remonter dans le classement avec une BMW qui n'était pas très en verve lors des essais qualificatifs. Derrière on a un Christopher Campbell ici qui double Rodolphe Walgren pour reprendre la tête de la catégorie Pro-Am. Catastrophe pour le leader du championnat AM. L'Audi du team Full Motorsport est impliquée dans un accrochage. Elle passera de longues minutes dans son stand. Et puis ce contact aussi entre Ricardo Van der Ende et Edouard Copé qui vaudra d'ailleurs au pilote néerlandais de la BMW un passage par la voie des stands, un drive-thru. Edouard Copé revient après avoir été doublé par Christopher Campbell. Il reprend l'avantage sur le leader du championnat Pro-Am et son Alpine de l'équipe CMR. Duel musclé pour l'instant entre les deux candidats au titre dans la Silver Cup. Les pit stops obligatoires et on a eu un drive-thru aussi pour la numéro 42 qui est la voiture de l'équipe Saint-Éloque. Pit stop obligatoire, changement de pilote à la mi-course bien évidemment. Benjamin Lessen qui repart après avoir relais Ricardo Van der Ende et le duel reprend de plus belle. Cette fois c'est Fabien Laverne qui est au volant de la Mercedes numéro 2 et qui prend ici l'avantage dans le virage du pont. Duel qui continue mais on l'a dit, la BMW numéro 17 qui va écoper d'un drive-thru qui va donc perdre plusieurs positions dans la foulée. En tête Olivier Panis est reparti avec une bonne douzaine, 13 secondes en fait d'avance et il gère cet avantage. Malheureusement catastrophe pour les leaders du championnat dans la catégorie Pro-Am, Grégory Gilbert et Fabien Michal. Probablement une panne d'ABS pour l'Audi Saint-Éloque Racing qui est rentrée dans son stand. Elle repartira mais elle termine en dehors du top 10 et ne marque donc pas de points. Il n'y aura pas de titre ce soir pour l'équipage qui conserve néanmoins la tête du championnat. En tête Olivier Panis lui s'envole vers la victoire pendant que Jim Pla qui essaie de remonter vers le podium de la catégorie Pro-Am accroche ici Grégoire de Moustier, la Mercedes numéro 87 qui écopera d'une pénalité pour cet incident. Et puis un autre incident et celui-là va retourner la situation en Silver Cup. Une touchette dont est victime Fabien Lavergne sur la Mercedes numéro 2, suspension cassée, c'est l'abandon pour la Mercedes CD Sport. Victoire de la Toyota CMR, tous les championnats restent ouverts. On se retrouve ce dimanche pour la toute dernière course du championnat. Et voilà, on termine donc ce championnat de France FFS AGT avant-dernière course ici sur le circuit Paul Ricard dans l'obscurité. Une course qui aura été très animée. Merci Laurent Mercier d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous demain à 14h55. Ce sera le départ. On se retrouvera un peu plus tôt forcément aux alentours de 14h40 pour le direct. Merci et à demain. C'était votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels.